Salut, salut. Désolé pour le petit... Non, j'allais dire le petit retard, même pas du tout. Salut tout le monde. Il est 10h, 10h00. On est le 31 mars, dernier jour du mois de mars. On est jeudi. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Qui c'est qui est là ce matin? Alors, salut à tous ceux qui sont là, comme d'habitude, à tous les habitués. Et salut à tous les gens qui sont de passage et qui passent une tête. Voilà, à tous ceux qui commentent, à tous ceux qui commenteront pas. Salut à tout le monde. Et merci Aurélie. Aurélie Lou, merci beaucoup pour ton abonnement, 5e mois. Merci beaucoup, merci Aurélie. Merci beaucoup. Donc là, je lis un petit peu qu'est-ce qu'elle nous disait. Alors, il y a qui est là? Il y a Célia, il y a Lilouia, Soubou qui était en train de lire le programme de Philippe Poutou. Il y a Caro qui lui a demandé qu'est-ce qu'il y avait dans ce programme-là. Salut à Sabrina. Salut à tout le monde. Salut à Sofiat. Et merci Big Moss 42. Merci. Merci Big Moss pour ton abonnement. Ça fait plaisir. Merci beaucoup. Je sais pas pourquoi je fais ça. Tu sais. Big Moss, ça fait genre le rappeur. Salut, merci Big Moss. Bang Bang représente. Brrr. Allez, salut. Ok, alors vite que je me mette juste sur ma fiche. Voilà, on est là. Hop, tac, et c'est bon. Alors, du coup, on est jeudi. Jeudi, on parle politique. Il nous reste combien de jeudis? Du coup, il nous reste ce jeudi-là. Il nous restera jeudi prochain. Ensuite, ce sera le premier tour. Et ensuite, on aura encore 2 jeudis, si je ne dis pas de bêtises, jusqu'à l'élection de notre prochain président ou présidente. Voilà, donc il nous reste 4 jeudis. Il nous reste 1, 2, 3, 4 jeudis, effectivement. Quoique le 14, il n'y aura pas de live parce que ce sera les vacances scolaires. Et même le 21, ce sera les vacances scolaires. Mais j'aurais quand même envie de caler un live politique pendant les vacances scolaires. Mais les vacances, c'est du 10 au 25, au 24, donc c'est pile poil pendant l'entre-deux tours. Donc, alors là, j'avais pas prévu ça, je viens de m'en rendre compte, il faut que je réfléchisse. On fera sûrement ça un soir. Il y aura peut-être un live de l'entre-deux tours, voilà. Bon bref, on verra ça. On verra ça. J'avais zappé ça, hein, vacances scolaires, et ouais, j'ai des enfants depuis 6 ans, j'oublie toujours qu'il y a des vacances. Bon salut à tous ceux qui arrivent là, et à tous ceux qui commentent. Alors, aujourd'hui, Aurélie, qu'est-ce qu'elle nous dit? J'ai loupé le live de mardi, Twitch ne m'envoie pas de notif. Ah bah oui, mais il faut... Twitch n'envoie pas toujours des notifs, ouais, ça c'est vrai, hein, c'est pas le plus fort en notification. Tu te mets l'alarme sur ton téléphone le mardi et le jeudi. Ok. Et salut à Cécilia ramène sa fraise. Et ben salut à toi parce que je t'ai jamais vu Cécilia. Tu ramènes ta fraise, ça fait plaisir. Donc n'hésite pas à ramener ta fraise. Pendant 1h30 là on va parler politique. T'as le droit de la ramener, de dire ce que tu veux, que tu sois d'accord avec moi ou pas. Il y en a toujours qui sont pas d'accord avec moi. Lolita 07 par exemple, c'est pas la seule qui est pas d'accord avec moi. On n'a pas les mêmes opinions. Voilà. Il y en a qui ont les mêmes opinions que moi, et il y en a qui ont des opinions différentes. C'est normal, c'est ça qui est intéressant. Et Cécilia, ramène ta fraise. N'hésite pas aussi à t'abonner, ok? Que tu m'aimes ou que tu m'aimes pas, que tu sois de mon avis ou pas, tu t'abonnes. Et tu te fais ça gratos avec ton petit Amazon Prime, là, ok? Ça marche? Lolita aussi, toi tu peux le refaire. Et Winry aussi, n'hésitez pas, hein, tous ceux qui peuvent le refaire. Chaque fois je vous le dis, mais vous le savez, voilà, ça nous aide beaucoup. Ce matin, au programme, Océane, merci. Voilà, on est au 3e abo là depuis ce matin, ça fait plaisir, merci beaucoup. Ce matin, on a dit, donc on allait parler de chômage. Alors, elle est où ma fiche? Chômage, durée légale du travail, et j'avais envie de parler aussi avec vous de nucléaire. Pourquoi? Et on va ouvrir sur le nucléaire et sur les énergies. Pourquoi en fait on va ouvrir là-dessus, on va le faire très rapidement, ça ne va pas passer une demi-heure sur le nucléaire. Mais hier, j'ai regardé la chaîne d'Hugo, Hugo Décrypte. On en avait déjà parlé la semaine dernière, rappelez-vous, on avait parlé aussi. Merci Caro pour le petit tips, merci beaucoup.
On avait parlé de la chaîne d'Hugo. Ah, merci Winry, voilà. Merci beaucoup. Et du coup, on avait parlé de Face à Baba et on avait parlé d'Hugo Décrypte. Et Hugo Décrypte, c'était d'ailleurs plusieurs d'entre vous qui l'avaient cité. Donc, Face à Baba, d'ailleurs, la semaine dernière, il y avait Valérie Pécresse. J'ai essayé de regarder l'émission en replay, j'arrive pas à accéder à l'émission en replay. Voilà, sur l'application MyCanal, ça me met juste Mélenchon-Zemmour. Je n'arrive pas à regarder Marine Le Pen, je n'arrive pas à regarder Valérie Pécresse. Donc j'ai abandonné l'idée, tant pis. Si j'ai envie d'écouter Le Pen et Pécresse, j'irai ailleurs, voilà. Notamment sur la chaîne d'Hugo, hein. Voilà, donc je suis allé voir sur la chaîne d'Hugo, j'ai vraiment passé du temps à regarder un peu ce qu'il proposait. C'est vraiment très bien. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas le personnage, il y en a qui aiment pas, je peux comprendre qu'on l'aime pas, parce que des fois... ouais, je peux comprendre qu'on n'aime pas ce type de personnage très étudiant, blanc, occidental, voilà, très stéréotypé quotidien, voilà, hein, l'émission quotidien de Yann Barthès, voilà. Même si Hugo Décrypte, il est quand même assez détaché, je trouve, de tous ceux qui naviguent autour de Yann Barthès, mais voilà, il y en a qui souvent mettent les gens dans des cases. Et voilà, cette case du blanc un peu voilà, privilégié, qui parle des problèmes de la société, qui dénonce les problèmes de la société, qui est orienté à gauche, très à gauche. Voilà, il y a souvent cette case-là cette case existe. Et on peut y mettre des gens dedans, hein, notamment l'émission de Yann Barthès. Mais Hugo Décrypte, je trouve que c'est vraiment très bien ce qu'il propose. Il a 2 chaînes YouTube, il a 2 ou 3 chaînes YouTube. Ouais, il en a, non, il en a surtout 2. Enfin, il en a plusieurs, mais il a 2 grosses chaînes. C'est Hugo Décrypte Actu du jour. Je vais vous mettre là, tiens, je vais vous mettre ça. Est-ce que vous allez voir mon écran? Normalement, j'ai bien fait les choses. Et ouais, vous le voyez pas, mais vous allez le voir. Attendez, Hugo, il est là, voilà. Donc c'est lui, hein, c'est lui, sa tête, c'est lui. Donc il a Hugo Décrypte Actu du jour, tac, qui est là. Et aussi, on a sa chaîne principale, c'est Hugo Décrypte là, voilà. Ok. Si vous allez dans les playlists, donc moi j'ai analysé un peu tout ça. Donc là, vous avez les grands formats et interviews. Donc là, il a interviewé tous les hommes politiques. Enfin, tous les candidats, pardon. Enfin, je sais pas s'il les a tous fait d'ailleurs. C'est ici plutôt. Interview face cachée. Et là, vous avez les programmes en 10 mesures. Donc, je vous invite à regarder ça et ça si vous voulez. Les interviews, elles durent 30 à 40 minutes. Et les programmes en 10 mesures, c'est très intéressant parce que ça vous permet d'avoir un résumé vraiment des programmes de tous les candidats. Alors, je sais pas s'il a fait tout le monde, parce que là, il y a 12 vidéos. Ouais, c'est bon, il a fait tout le monde. Et là, l'interview face cachée, je vois qu'il n'y a que 11 vidéos, donc il y en a peut-être un qui me manque. J'ai pas vraiment fait gaffe. Et donc, c'est vraiment si t'es un nul en politique, que tu n'y connais rien, que tu connais rien au programme, etc. Franchement, déjà, les lives là qu'on est en train de faire, c'est bien parce qu'on échange tous ensemble. Et sur la chaîne d'Hugo, vraiment, ça te fait un très grand résumé des points importants du programme de chacun. Après, la grosse limite de ce que propose Hugo sur la chaîne Hugo Décrypte, c'est que du coup, moi j'ai tout regardé, je sais plus pour qui voter en fait. De vouloir rentrer trop dans les programmes de tout le monde, tu sais plus pour qui voter. Avant, il y avait certains candidats que je zappais un peu, parce que voilà, ils m'intéressent pas, c'est pas vraiment mon courant politique. Mais là, même certains vers qui je ne serais pas allé naturellement, je trouve que à cause d'Hugo là, à cause de ces trucs, de ces vidéos, t'as pas envie d'aller vers tous, mais moi ça m'a embrouillé la tête plus qu'autre chose. Donc c'est très bien, hein. C'est très bien qu'il fasse ça, parce que ça permet aux gens de s'intéresser à la politique, mais moi ça m'a embrouillé. Donc Hugo, je te remercie pas pour le coup, ok? Je ne te remercie pas. Donc est-ce que vous le connaissez sur le chat? N'hésitez pas à me dire si vous
si vous avez déjà vu ça. Alors apparemment sur YouTube, il y a les replays de Face à Baba. Ben, ok, ben, j'irai voir sur YouTube. Effectivement, vous me l'avez déjà dit. Il faudra que j'aille voir sur la chaîne YouTube de Valérie Pécresse et de Marine Le Pen, du coup, comme le dit Rita. J'irai voir ça. Effectivement. Il y a Aksubu qui dit par rapport au programme de Philippe Poutou qu'elle a lu, qu'elle le trouve très utopiste. Ouais, bah oui, oui, après c'est ton avis, je le partage un petit peu, Aksubu. Je le partage un petit peu. Voilà, je suis d'accord avec toi. Il y a Winry qui dit: Je trouve que Hugo Décrypte, c'est accessible à tous, peu importe le sujet qu'il traite, c'est fait de façon claire, même si on n'y connaît rien. Mais je suis assez d'accord, franchement, je suis assez d'accord. Ma maman, elle est abonnée à Hugo Décrypte. Ma mère, elle a 60. Elle est à la retraite, ma mère, je ne vais pas vous dire son âge, on ne dit pas l'âge des mamans. Ouais. Elle est à la retraite, ma maman, et puis elle suit Hugo Décrypte sur Twitch. Elle le suit sur Twitch aussi. Voilà. Donc c'est vrai que c'est quelqu'un de pas mal. C'est vrai, c'est quelqu'un de pas mal. Je préfère Hugo Décrypte que Hugo Clément, par exemple, ou Martin Veil, ou tous ceux qui gravitent autour de l'émission au quotidien. Voilà, moi je n'arrive pas, avec tous ces personnages-là, tous ces journalistes-là, je n'arrive pas à les suivre. Voilà. Après, c'est mon point de vue. Y a Cécilia qui n'aime pas trop Hugo, justement, elle le trouve trop tiède, trop libéral, trop divertissant. Je trouve pas qu'il soit trop divertissant, et je trouve que tiède et libéral, ça va pas ensemble. Parce que quand t'es libéral, t'es pas tiède, justement. Voilà, quand t'es libéral, t'as plus ce côté froid. Là, si tu trouves qu'il est tiède et en même temps qu'il est libéral, c'est particulier comme point de vue, je trouve. Ah, je trouve que quand on dit quelqu'un qui est libéral, c'est quelqu'un qui est plus de capitaliste, plus de droite, voilà. Donc généralement, c'est pas des gens qui vont avoir cette image de gens tièdes, comme tu dis, ou divertissants, tu vois. Le libéral, c'est l'inverse, je trouve. Après c'est vrai que chacun va mettre une... Et tiède, voilà, chacun va mettre une définition comme il veut, mais... Il y a Lolita qui dit il est dans la mouvance du gouvernement, il va pas faire de vagues. Ah bah, moi je trouve que justement, ce qui est bien dans Hugo Décrypte, c'est qu'il fait pas de vagues. Il traite tous les candidats de la même façon, que ce soit Zemmour ou Roussel, Parti communiste. Je trouve qu'il les traite tous de façon... de la même façon, voilà. Mais je trouve intéressant. Voilà, donc ça c'était vite fait le petit passage sur Hugo, je trouve que c'est pas mal. C'est pas mal. Il y a Cécilia qui dit il est tiède d'un point de vue des convictions et on vit dans une société libérale, donc c'est tout. Ouais, ok, ouais. Donc disons qu'il est plutôt calé sur la tendance actuelle. Ah, d'accord, ok, je comprends ce que tu veux dire. Mais il y a Sophia de 77 qui dit il est pas tiède, il reste neutre, justement, il ne prend aucun parti. Voilà, je suis d'accord, totalement d'accord. Ouais, je suis totalement d'accord. Je suis entièrement d'accord. Et il y a Caro qui dit Julien, le libéralisme ne se refuse pas au libéralisme économique. Ouais, bah là, ta phrase, elle est compliquée, il faudrait l'analyser, elle est pas longue, mais elle est complexe. C'est quoi le libéralisme? C'est quoi le libéralisme économique? Ouais, mais c'est intéressant ce que tu dis, mais là, si on parle là-dessus, c'est vrai que... On a 3 heures. Allez, sortez vos copies. Et Aurélie a dit il arrive à toucher un public assez large, Hugo Décrypte, et à les intéresser sur plein de sujets. Ouais, je suis d'accord. Ouais. Je suis d'accord que c'est ça qui est bien. Et Cécilia n'aime pas parce qu'elle trouve assez malaisant le fait que... Elle trouve que c'est pas assez carré. Cécilia, elle trouve que c'est pas assez carré, que c'est trop divertissant. C'est vrai qu'il y a des gens qui aiment pas quand on associe la politique, quand on met trop de divertissement dans la politique. Et il y avait une émission aussi, je crois que c'était Karine Le Marchand qui faisait ça, et elle avait interrogé les femmes, je crois, ou pas que les femmes, je l'avais interrogé Marine Le Pen, c'était sur M6 à l'époque, je sais pas si ça va se refaire, et elle posait des questions un peu plus personnelles aux politiques. Moi je me rappelle surtout de Marine Le Pen, parce que c'est une émission que j'avais regardée, mais je me demande si elle avait pas eu aussi des hommes. Je ne sais plus si elle avait eu aussi des hommes, et elle posait des questions assez perso, c'était en mode cocooning, en mode canapé, etc., en mode Karine Le Marchand, hein. Karine Le Marchand, l'amour est dans le pré, tout est beau, tout est rose, mon chouchou, mon loulou. On l'aime ou on l'aime pas, Karine Le Marchand, hein, mais voilà.
Et il y a des gens qui n'avaient vraiment pas aimé cette émission parce que justement, ils étaient assez mal à l'aise, ils trouvaient ça assez malaisant de mettre la politique et le divertissement dans le même panier. Mais là, c'était même plus que du divertissement, c'était de la confession. C'était un peu en mode... l'émission là qui passe sur France 2 l'après-midi, j'ai horreur de ça. Avant, c'était la blonde qui la présentait, maintenant c'est une brune, où les gens viennent, ils parlent de leurs problèmes, mon mari s'est suicidé, femme battue, etc. Et ça pleure, ça pleure, ça pleure. Mince, j'ai plus le nom. Ça commence aujourd'hui. Ça commence aujourd'hui. Voilà. Ce type d'émission, moi, je pense que ça devrait être éradiqué de la télévision. Hein. C'est montrer le problème des gens, les gens pleurent, les gens s'associent tout de suite. J'aime pas du tout. C'était Sophie d'avant, voilà, merci. Et maintenant, c'est plus Sophie d'avant, c'est une autre que plein de gens aiment, hein. Plein de gens l'adorent, cette présentatrice, mais moi, je peux pas. Je peux pas. C'est trop mielleux, c'est trop machin. Et donc, c'est vrai que d'associer à la politique, pour revenir sur l'émission de Karine Le Marchand, ça peut être très gênant. Voilà. Et il y a Cécilia qui est d'accord, qu'elle a même pas regardé l'émission de Karine Le Marchand. Et j'avoue que rien que l'idée m'a rebuté. Et Lolita, elle est d'accord avec ça. C'est vrai que voilà, c'est... voilà. Faustine Bollard, la présentatrice de France 2. Il y en a qui adorent Faustine Bollard. Moi, j'aime pas. J'aime pas son personnage. Parce que c'est des personnages, les animateurs. Hein, ils sont pas comme ça dans la vraie vie. Hein. Karine Le Marchand, elle est pas comme ça dans la vraie vie. Cyril Hanouna, Faustine Bollard. Ça reste de la télévision. Tu joues un rôle. Même nous, hein. Même nous, là, notre petit niveau sur Twitch, sur YouTube, on joue pas un rôle, mais dans la vraie vie, on n'est pas exactement comme on est à l'antenne, entre guillemets. Donc voilà, ça c'était le petit point sur tout ça, parce que j'étais en train de vous parler d'Hugo Décrypte. Donc allez voir ça, si vraiment vous voulez avoir un résumé des programmes, je trouvais intéressant. Et du coup, moi, il m'a embrouillé, je sais plus pour qui voter, voilà, je suis perdu. Limite, j'ai envie de voter pour Roussel, parce que je trouve que de tous les candidats de gauche, je trouve que Roussel, Parti communiste, c'est celui qui est le plus mesuré. Bon, il y a Mélenchon aussi qui est très mesuré, mais Mélenchon, c'est quelqu'un, voilà. On en a parlé la semaine dernière, il n'a pas la stature. Pour moi, il n'a pas la stature, il est trop impulsif, il est caricatural, etc. Et de tous les candidats étiquetés gauche, bah, j'ai écouté Roussel du Parti communiste, bah, je l'ai trouvé bien mesuré, des propositions qui ne sont pas utopistes. On n'est pas sur ce que propose Nathalie Arthaud, avec le SMIC à 2000 €, etc. Et donc, j'ai un peu regardé tout ça, j'ai regardé Jean Lassalle aussi. Jean Lassalle, voilà, il n'y a rien qui me déplaît dans le programme de Jean Lassalle non plus, mais bon, voilà, après, il faut aussi voter pour un président, c'est tout ce que ce ne sera pas Jean Lassalle. Mais, voilà, Hugo Décrypte, il m'a un peu embrouillé la tête, mais il m'a permis aussi de découvrir certains candidats que j'avais moi-même, naturellement, un petit peu zappé, parce qu'il ne m'intéressait pas plus que ça. Mais en tout cas, ouais, j'ai trouvé intéressant. Je trouve ce format très intéressant. Alors, il y a Cécilia qui dit « Vote Mélenchon, dans ce cas, c'est le seul à gauche à pouvoir percer. » Ah oui, mais ça c'est sûr, mais Mélenchon, malheureusement, c'est pas le bon... La gauche ne passera jamais si Mélenchon est toujours là. Voilà. C'est simple, hein, c'est simple. Tous les électeurs de gauche voteront pour Mélenchon, mais... Enfin, pas tous, d'ailleurs. Pas tous, parce qu'il y en a plein, justement, qui ne peuvent pas voter pour lui, parce que ça va pas. Ça va pas. Il faut qu'il arrête. Il faut qu'il arrête. Il faut trouver quelqu'un d'autre. Et je sais pas qui, hein. Peut-être que Roussel, qui est plus jeune, qui a l'air d'être un peu plus en place dans ses idées, etc. Peut-être que dans 5 ans, voilà. Faut voir ce qui va se passer sur les 5 années à venir, mais... Moi, j'espère pour la gauche et pour tous les électeurs de gauche que Mélenchon, bon, s'il passe, écoutez, voilà, enfin, tant mieux pour lui, je veux dire. Mais, de mon point de vue, il passera pas. Et j'espère que sur les 5 prochaines années, il va disparaître. Il faut qu'il arrête. Vraiment. Son programme est correct à Mélenchon, mais il y a quelque chose dans la personne qui fait que... Voilà. Il y a Noé qui dit Roussel est pas mal, il part simplement, mais bon, il ne sera pas au second tour, non, mais ça c'est sûr. Hein.
Ça, c'est sûr qu'il ne sera pas. Mais ils le savent, hein, les petits candidats qui ne seront pas au second tour. Mais c'est un pied dans un pied, plus un pied, plus un pied. On le voit avec Yannick Jadot, par exemple. Yannick Jadot, les écologistes, tout le monde les avait oubliés. En 2017, les écologistes, quand même, ils ont pas fait n'importe quoi. Bah, voilà. Et puis, aux élections législatives, voilà. Les écologistes, ils commencent à refaire un peu leur trou. Après, voilà. Les primaires écologistes, ça a fait parler avec Sandrine Rousseau. Là, elle a fait n'importe quoi. Elle n'a pas accepté sa défaite. Bah, voilà. Il y a eu beaucoup de choses qui ont encore entaché l'image des écologistes. Malheureusement, c'est triste. Voilà. Parce qu'ils peuvent faire aussi des choses. Ils peuvent faire aussi des choses. Il y a une époque où les écologistes, ils étaient un peu plus implantés dans le paysage politique. C'était voilà, l'époque où Yann Arthus Bertrand s'impliquait, ou même Nicolas Hulot s'impliquait, même si après Nicolas Hulot, il y a eu toutes ces histoires de plaintes pour harcèlement, etc. Donc ça c'est autre chose, mais bon. Là, c'était aussi une époque où les écologistes, ils avaient leur petit trou qui commençait à se faire. Mais voilà. Effectivement, Lolita, c'est juste mon avis sur Mélenchon, mais je pense que mon avis est le bon et qu'il ne passera pas au second tour. Voilà, ça c'est... Mais encore une fois, s'il passe au second tour, je serai le premier à le féliciter. Et je serai le premier à dire, je me suis trompé, et tant mieux pour lui. Enfin, attends, peu importe qui passe au second tour, hein, peu importe, hein, peu importe qui c'est, il y aura 2 personnes qui seront au second tour, et ces 2 personnes-là le mériteront. Parce que moi, je pars du principe que la démocratie, c'est ça. Zemmour, Le Pen, Mélenchon, Macron, n'importe qui d'autre, Pécresse, j'ai oublié, et puis tous les autres plus petits, peu importe qui passe, ils méritent d'être là. Même les 12 qui sont là, je vous l'ai déjà dit, ils méritent leur place sur le paysage, l'échiquier politique, comme on dit. Ils méritent d'être là. Voilà. Ils sont là, ils sont pas là par hasard. Et ensuite, c'est à la guerre comme à la guerre, j'ai envie de vous dire. Hein. Alors, y a Tahiti qui dit, moi je voulais voter écolo, mais il n'y en a qu'un, alors c'est vite vu. Il y a toujours eu qu'un seul candidat écologiste, Jus. Il y a toujours eu qu'un seul candidat vert. Et c'est un vote, je l'ai dit la semaine dernière, c'est pas un vote inutile, moi je trouve, c'est ma conviction personnelle. Au premier tour, c'est pas forcément un vote inutile. Après, c'est vrai qu'en ce moment, à gauche, vu qu'il y a beaucoup de partis à gauche, et que ça fait peur, tous les électeurs de gauche ont peur en voyant que Macron, hein, Le Pen, Zemmour, Pécresse, ils sont 4 plus ou moins orientés sur l'échiquier centre-droite, extrême droite, et puis ils sont quand même, et puis t'as Jean Lassalle, lui, qui est, il est pas vraiment, il est nulle part, Jean Lassalle, il est un peu au milieu, voilà, c'est Jean Lassalle, quoi, tu vois. Et puis après, c'est vrai que étiquette gauche, il y en a beaucoup. Et donc c'est pour ça que les électeurs de gauche, là, ils appellent bien évidemment à voter Mélenchon. Parce que c'est lui qui a le plus de chances de passer au second tour. Mais en même temps, si t'es écologiste et que t'as envie de voter vert, tu votes pour les verts. Tu vois ce que je veux dire. Si t'es communiste et que t'as envie de voter pour Roussel, tu votes pour Roussel. Si t'as toujours voté pour Artaud, tu voteras toujours pour Artaud. Et donc ça va faire, mais c'est le gros problème de toute façon de tous les partis de gauche et d'ultra-gauche, c'est qu'il y en a trop. Il y en a trop, et ça a été le cas en 2017, ça a été le cas encore, c'était le cas déjà avant. Donc voilà. C'est toujours le même débat sur les partis de gauche. Il y en a trop. Ils le savent. Mais voilà. À la faute à qui ? Voilà. Faut pas oublier que Jean-Luc Mélenchon était historiquement membre du Parti Socialiste. C'est lui qui a créé son parti. Voilà, après... le nouveau parti anticapitaliste aussi, c'est un parti voilà, que... Il y a beaucoup de partis de gauche qui considèrent qu'ils sont plus à gauche que les autres, etc. etc. Donc, voilà.
Si tu es royaliste, tu votes pas parce que tu attends que l'héritier au trône de France revienne, elle nous dit Caro. Caro, elle est drôle. Caro, elle va voter pour Jean Lassalle. Bah, bien sûr. Il y a Aurélie qui dit Mélenchon a quand même un bon programme écologique. Lolita aussi, elle dit ça. Il y a Jus qui dit moi je vote pour ce qui correspond le plus à mes valeurs, même si je sais qu'il ne passera pas. Je peux comprendre, hein, je peux comprendre Jus. C'est un peu ce que je fais moi aussi au premier tour. Voilà. C'est un peu ce que je fais. Voilà. Et à l'inverse, il y a des gens qui votent dès le premier tour, qui votent voilà. Qui votent soit contre quelqu'un. Il y a des gens dès le premier tour qui votent contre quelqu'un et qui calculent. Voilà. C'est ce qui s'est fait en 2017 et c'est ce qui se fera encore maintenant. Hein. Alors, il y a Caro qui dit j'aime bien Jean Lassalle pour la personne, mais je voterai pas pour lui, je l'encourage, mais c'est tout. Alors, Mélenchon a un programme très écologiste. Alors justement, on va parler de ça. Bah, merci à Cécilia, Lolita, etc., à toutes. Parce que je voulais ouvrir sur le nucléaire. Donc, alors, tac, tac, tac. J'ai mis où ma page nucléaire? Vous allez me dire, mais le nucléaire, c'est pas de l'écologie. Ben justement, non, justement. Quand j'ai regardé les vidéos de Hugo Décrypte, alors nucléaire, faut que je trouve ça dans quoi? Dans environnement, tac, 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 tac. Choix face au nucléaire, voilà. Hop. Et puis après, il y aura aussi, de toute façon, choix face au nucléaire, et puis éolienne, enfin énergie renouvelable, tout est lié. Hein, donc on va aborder ça. Et c'est vrai que ça m'a assez étonné de voir que sur le nucléaire, sur l'écologie en général, hein, ah mais il avait pu faire ma fenêtre. Sur l'écologie en général, ça m'a étonné de voir que... Ah, ça marche plus, d'accord, super. Bon, je peux plus vous mettre en capture d'écran, elle veut plus marcher. Bon, super. Sauf si je le fais comme ça, peut-être. Voilà, on va voir si ça marche. Si ça marche... Ouais, c'est bon. Ça m'a étonné de voir que sur le nucléaire, que ça soit gauche ou droite, ils ont tous un peu le... Ils ont pas tous, justement, ils pensent pas tous la même chose, hein, pas du tout. Hein. Mais, alors attends, et là vous avez qui sur la capture d'écran? Vous avez Mélenchon, Hidalgo, Macron, Pécresse. Vous voyez tout le monde là? Ouais, Lassalle, Dupont-Aignan, Le Pen. Ouais, ok, on a tout le monde. Donc là, non, là on est sur la ruralité, donc on n'est pas sur le nucléaire. Ok, d'accord, donc ça a déconné. Ah, sans déconner, bon, il faut que je retrouve mon nucléaire. Et j'ai été étonné de voir que bah, des fois, des candidats de gauche-gauche et des candidats de droite-droite avaient plus ou moins le même opinion sur le nucléaire, sur les énergies renouvelables, sur les éoliennes, etc. Ah voilà. Alors, qu'est-ce que vous me dites sur le chat? Et je vous mets en capture les propositions. Donc, vous pouvez lire les propositions des candidats. Donc là, on est choix face au nucléaire. Donc on a quasiment tout le monde qui s'est proposé. Là. Alors là, apparemment, Nathalie Arthaud ne s'est pas proposée. Bon, je pense que c'est pas à jour. Parce que je pense que tout le monde a son avis sur le nucléaire. Alors, et juste après le nucléaire, je vous rappelle qu'on va parler de la réforme du chômage. Et aussi, qu'est-ce que je vous ai dit d'autre? J'ai déjà oublié. Qu'est-ce que j'ai noté? Sur les 32 heures ou les 35 heures ou plus. Voilà, la durée légale du travail. Alors, tac, tac, tac. Il y a Rita qui dit, on dirait qu'il n'y a que Macron comme candidat. Toutes les notifications que je reçois sur mon téléphone parlent de lui et de ses projets. Comment ça se fait? Et il y a Aksubu qui dit, ah bon? Moi, je le trouve inexistant dans cette campagne. Je trouve qu'il est nulle part. Alors, Aksubu, je suis entièrement d'accord avec toi. Je trouve que Macron, on le voit peu. On le voit, il est passé, il était sur France 3 ce week-end, je crois, sur Dimanche en politique. On le voit quand même, Macron, mais on le voit beaucoup moins que les autres candidats. Après, ça a toujours été le cas. Ok, bon, je vais revenir après, je vous remettrai après, parce que là, ça a redescendu, ça m'énerve, ça. Alimentation, choix face... Ah oui, alimentation, ça aussi, j'avais vu, effectivement, par rapport au bio dans les cantines et tout ça. C'est vrai que Mélenchon, vous avez raison sur ce que vous avez dit, j'avais vu dans son programme qu'il avait de très bonnes propositions au niveau de l'alimentation, dans les écoles, mais pas que, et c'est vrai que c'était assez intéressant. Et Rita, pour revenir à ce que tu dis, si tu ne vois que Emmanuel Macron dans ton téléphone, alors Rita, ça c'est quelque chose que souvent beaucoup de gens, malheureusement, beaucoup de gens font cette erreur-là, et de considérer que ce que tu reçois sur ton téléphone, c'est c'est représentatif de ce qui se passe sur le net. En fait, ce que tu reçois sur ton téléphone, et même ce que tu reçois sur ton ordinateur,
dépend de tes cookies, dépend de ta navigation. Donc si tu as reçu un article sur Marine Le Pen que tu l'as ouvert, eh ben, il se pourrait très fortement que les jours qui suivent, tu aies d'autres articles qui te soient proposés sur Marine Le Pen. Et si tu continues de les ouvrir, eh ben, tu auras tout simplement ton téléphone, pas ton téléphone, mais voilà, va considérer que Marine Le Pen t'intéresse. Donc, tu vas avoir des propositions, tu vas avoir souvent des articles autour de Marine Le Pen ou autour de Éric Zemmour, parce que ça va être deux candidats qui, algorithmiquement parlant, les algorithmes, les fameux cookies, tout ce qui gère notre navigation, hop, voilà, il y a des petites formules de calcul, etc. Et évidemment, dans les algorithmes, Marine Le Pen et Éric Zemmour sont toujours collés. Voilà, les gens qui s'intéressent au programme de Marine Le Pen, on va leur proposer aussi des articles sur Éric Zemmour. Ça ne veut pas dire que les deux candidats sont équivalents, pas du tout. Mais ça veut juste dire que Marine Le Pen, elle a perdu des électeurs. Les électeurs d'Éric Zemmour, une grande partie, c'était aussi des électeurs de Marine Le Pen avant, en 2017. Donc les algorithmes fonctionnent comme ça. Si tu regardes toujours des trucs sur Philippe Poutou, tu auras aussi des propositions sur Roussel, Mélenchon, Artaud. Voilà, c'est comme ça que ça marche. Donc toi, Rita, si tu n'as que du Macron dans ton téléphone, c'est qu'un jour, tu as dû ouvrir un article, 2 articles, 3 articles, et voilà. Si tu ouvres les choses, plus tu ouvres les choses, plus tu auras. Et c'est le même principe sur YouTube. Plus vous regardez nos vidéos à nous, plus vous aurez nos vidéos qui vous seront envoyées. Quoique maintenant, ça a changé. Maintenant, les algorithmes envoient aussi des vidéos de chaînes que tu n'es pas abonné, etc. Donc, bon, ça, c'est un gros bordel, mais bon. Sur Instagram, c'est pareil. Plus tu as de l'interaction avec les gens, plus les réseaux sociaux vont te proposer cette personne. Alors, il y a Aurélie qui dit nucléaire égale aucun bilan carbone et super productivité. La France ne pourra pas s'en passer pour faire la transition écologique. Il y a Caro qui est d'accord avec ça. Il y a l'autre qui dit c'est bien de parler du nucléaire car contrairement au SMIC ou au RSA ou au chômage, c'est des sujets peut-être moins sensibles. Ça dépend. Le nucléaire, ça crée beaucoup de débats, tu vas voir. J'ai regardé le programme de Jadot, nous dit Tahiti Ju, il y a énormément de points écologiques et où il est écrit que rien n'est proposé sur ce point par les autres candidats. Ah oui, d'accord, ok. oui, après... ouais. Il y a Roulia qui dit la Belgique devait arrêter le nucléaire, mais à cause de la guerre, il prolonge. Oui, j'ai vu ça. Merci Lucie pour l'abo, merci pour l'abonnement, merci beaucoup. J'ai vu ça effectivement qu'en Belgique, la sortie du nucléaire était repoussée. Du fait que, voilà, là, en ce moment, faut dire ce qui est, la guerre en Ukraine, la Russie, le gaz russe, etc. Faut dire que là, on est dans une situation très, très, très compliquée, très inédite, ça ne s'est jamais vu. Et donc là, voilà, c'est pour ça que le nucléaire, la sortie du nucléaire n'est pas forcément quelque chose... La Belgique, ils ont repoussé leur sortie du nucléaire. En Allemagne, ils ont décidé de se passer du nucléaire, mais du coup, ils repassent aux usines à charbon, nous dit Aurélie. Et ça, c'est vrai qu'en Allemagne, voilà, le charbon représente beaucoup. Donc voilà. Il y a Rita qui dit « J'assume d'être une fan de Macron et je pense qu'il n'a même pas besoin de réélection, il gagnera. » Et il y a Lolita qui lui dit « T'inquiète Rita, c'est ce que Macron pense aussi. » De toute façon, les candidats sortants, si je peux faire l'avocat de Rita, un candidat sortant, lorsqu'il se représente, il est convaincu qu'il va être réélu. C'est très rare qu'un candidat sortant ne soit pas réélu. Alors là, ça ne veut pas dire qu'il va être réélu, pas du tout. Il peut perdre. Encore une fois, ma conviction perso, c'est que s'il est au second tour contre Marine Le Pen, il peut perdre. S'il est au second tour contre Valérie Pécresse, là, ça va être très difficile, notamment pour tous les électeurs de gauche, et notamment pour les anti-Macron, si là, on a un second tour, voilà. Mais si c'est Marine Le Pen, je pense qu'elle a plus de chances que Valérie Pécresse, parce qu'elle a beaucoup de social dans son programme, Marine Le Pen. Faut dire ce qui est, c'est une candidate qui est très sociale. Si on compare
à Valérie Pécresse, ou même à Emmanuel Macron, ou à Éric Zemmour si on reste sur la droite. Et ensuite, si c'est Jean-Luc Mélenchon qui est au second tour, parce qu'il y en a qui pensent qu'il pourrait l'être, est-ce que selon moi, il pourrait battre Macron? Non. Donc, est-ce que Macron sera réélu? Il y a de fortes chances. Mais voilà, c'est pas fini. La campagne n'est pas finie. Et ça va être aux gros candidats principaux, Mélenchon, Le Pen, Pécresse. Je cite pas Zemmour, parce qu'à mon avis, Zemmour, c'est fini pour lui, là. Il fait trop de bêtises. Il était bien monté dans les sondages, mais là, il est en train... Il dit un peu trop d'âneries, je trouve. Mais il a un électorat. Il a un électorat, hein. Il dit pas que des bêtises, Zemmour, hein, mais il en a dit un petit peu trop. Voilà. Ok, donc voilà. On verra. On verra. Il faut que Mélenchon, Pécresse, Le Pen, Zemmour, si on veut le mettre, parce qu'il est encore quand même pas mal hein, au niveau des sondages, il faut qu'il fasse 2 semaines parfaites pour vraiment avoir des chances. Et puis un entre-deux tours qui, à mon avis, ça s'annonce mouvementé. Donc, au niveau du nucléaire, alors, qu'est-ce qu'elle nous dit? Qu'est-ce qu'elle nous dit, Rita? Rita, t'inquiète pas, si Macron n'est pas réélu, ta vie ne s'arrêtera pas. Il y a Caro qui dit, moi je dis bravo à Éric Zemmour pour avoir réussi à créer autant d'engouement et d'engagement dans sa campagne. Mais clairement, Zemmour, je l'ai dit il y a 15 jours, Zemmour a réussi à faire exactement ce que Macron a fait en 2017. C'est-à-dire qu'ils viennent de nulle part. Enfin, ils sont connus, hein, mais c'est pas des personnages politiques. Et ils ont eu l'audace d'y aller. Ils ont eu l'audace de tenir tête aux grands dinosaures de la politique, hein, qui étaient à l'époque François Fillon, Copé, tout ça pour la droite, le président de Bordeaux, à chaque fois j'oublie son nom, Juppé, voilà, Hollande même, voilà, Macron il a tenu tête à Hollande, il a fait son parti, il a fait le truc, il a réussi, il est président, le mec il a même pas 50 ans, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, ça mérite le respect, voilà. Et Zemmour c'est pareil, c'est grand respect à lui parce qu'il a réussi à créer un mouvement, mais en quelques mois, c'est incroyable. Ça veut pas dire je dis pas que ça fait de lui que ça ferait de lui un bon président, mais juste sur, comme le dit Caro, peu importe qui c'est, les mecs ils arrivent à rameuter les foules et à créer comme ça un truc venu de nulle part. Et Zemmour il avait même pas de nom pour son parti. C'est comme Macron, exactement comme Macron. Macron il se dit ouais il avait pas de nom, vas-y comment on l'appelle, En Marche machin. Zemmour c'est on l'appelle comment, Reconquête, allez vas-y. Il avait même pas de nom, il avait rien, bim personne. Il a réussi à rallier des maires, des députés, des gens. Il a les adhérents, tout ça. Enfin, à un moment donné, voilà. Imagine Zemmour nous fait une macronade. Non, Zemmour pourra pas faire le même coup que Macron, je ne pense pas. Parce qu'il est trop... Il a quand même beaucoup de c'est très axé sur l'immigration. Voilà, je vais pas vous refaire le programme de Zemmour. Et ça ne cible pas la majorité des Français. Donc, il ne pourra pas être élu président de la République, à mon humble avis. Ce n'est que mon humble avis. Mais, et puis, effectivement, comme le dit Aurélie, il a trop de casseroles aussi, Zemmour. Et le fait d'être autant passé à la télévision, même si, il y en a qui disent l'homme d'avant n'est pas l'homme de maintenant, mais, voilà. Mais il mérite quand même le respect de, voilà. Tu vois ? Y a Lolita qui dit respect de quoi? Le mec il a été parachuté là par des grosses fortunes, c'est des pions. Mais Éric Zemmour c'est pas un pion. Des fois j'ai l'impression que je ne vis pas dans le même monde. Éric Zemmour c'est loin d'être un pion. C'est comme les gens qui disent que Donald Trump est un pion, tu vois. Donald Trump n'est pas un pion non plus. Il a eu l'audace, il a eu aussi l'argent, faut dire ce qui est, pour se faire. Et voilà. Et Macron n'est pas un pion du tout. Macron aussi, il a mené son truc, il a mené sa barque. Hein, les gens qui pensent qu'il y a des gens au-dessus des présidents qui tirent les ficelles, les Big Brother et tout ça, alors non, c'est pas... On n'est pas dans un film. Hein, sans être des pions, ils servent évidemment des intérêts, nous dit Cécilia. Ah mais non, mais ça par contre, c'est évident que
un président de la République, tu dois le brosser dans le sens du poil. Si tu es chef d'entreprise, tu dois, évidemment, je pense notamment à Donald Trump aux États-Unis, il y a des chefs d'entreprise qui, évidemment, ont dû mettre de côté leur valeur politique et se dire, bon, ben, mon président, c'est Donald Trump, c'est un businessman, c'est un chef d'entreprise, ça a peut-être même été mon concurrent, c'est peut-être même toujours mon concurrent, donc c'est vrai que c'était bizarre, hein, cette histoire, hein. Donald Trump, chef d'entreprise, en même temps président, au niveau des conflits d'intérêts, à gérer, je sais pas comment ils ont fait ça aux États-Unis, mais à un moment donné, voilà. Mais il faut faire attention quand même, hein. Il y a Lolita qui dit, je veux dire qu'il n'y a pas de respect à avoir, c'est pas des gens partis de rien. C'est des gens partis de rien, Lolita, comme tout le monde. Les gens qui ont de l'argent, les gens qui passent à la télé, c'est des gens qui... Et même, j'ai envie de te dire, les gens qui sont héritiers, je pense notamment à la famille Bolloré ou la famille LVMH, j'ai oublié son nom, la grande fortune française, ou la famille L'Oréal, etc. Même les héritiers de grandes familles, ils méritent le même respect qu'un mec qui a grandi dans le 9-3 et qui a monté son entreprise de tacos. Parce que souvent en France, on donne plus de respect au mec de la cité qui a monté son entreprise. Je pense à Otakos par exemple, voilà, Otakos, voilà, tout le monde connaît. On respecte beaucoup plus les gens qui partent de rien, hein, voilà, et qui montent un business que des héritiers. Non, un héritier, il arrive sur Terre, il a rien demandé, hein. Il arrive sur Terre, il est né, c'est un petit bébé, il est là, il est né dans une famille, il est là. Je veux dire, on va pas lui jeter la pierre, on va pas lui dire « Ouh, t'es un pauvre héritier, fils d'eux ». Non, il est fils d'eux, il peut pas faire autrement, il est fils d'eux. Donc il y a des fils d'eux qui se détachent totalement de leur famille et qui fuient tout ça, et il y a des fils d'eux qui deviennent très marginales. Et puis après, il y a des fils d'eux qui reprennent l'entreprise familiale et qui la font prospérer, perdurer dans le temps, etc. Donc ça mérite le même respect. Le même respect. Voilà. Et il y a Perrine qui dit, c'est d'ailleurs pas toujours facile d'être fils d'eux. Je suis d'accord avec toi, Perrine. Et salut, Perrine, je t'avais pas vu. Ça fait longtemps qu'on t'a pas vu, Perrine. Salut. Il y a Cécilia qui dit, je suis plus admiratif d'un Poutou que d'un Macron ou d'un Zemmour. Et bien c'est là le gros problème, Cécilia. Moi je pense, Cécilia, que tu votes du coup très à gauche. C'est là le gros problème, c'est que du coup, tu vois, pour une électrice qui dis-moi si je me trompe, hein, mais je pense que voilà, tu votes plus à gauche, comme Lolita, hein, c'est assez simple à voir. C'est dommage, parce que pour des partis qui se disent très social, très inclusifs, on inclut tout le monde, on inclut les étrangers. Philippe Poutou, dans son programme, il propose de donner le droit de vote à tous les étrangers. Parce qu'il considère, Philippe Poutou, qu'un étranger travaille en France, qu'il ait des papiers ou pas, hein, il travaille en France, il cotise même des fois, voilà, parce que... Alors, bon, c'est compliqué tout ça, comment est-ce qu'un sans-papier pourrait cotiser, mais bon, bah, ça se fait. Et donc, Philippe Poutou, il part du principe, ben voilà, les mecs qui sont implantés dans la vie, ça fait 5 ans, 10 ans qu'ils sont là, ils sont pas français, pour X raisons, parce que tu peux pas devenir français comme ça en claquant des doigts, mais ils sont étrangers qui vivent en France, ils sont impliqués dans la... Voilà, c'est comme nous, Français, qui nous impliquent... Il y a plein de Français qui sont expatriés dans d'autres pays, qui vivent dans d'autres pays. Si t'es Français et que tu vis en Inde, t'es pas forcément Indien, tu vois ce que je veux dire. Et donc Philippe Poutou, il propose d'inclure les étrangers dans le droit de vote. Et en soi, il a pas tort non plus, c'est vrai. Quelqu'un qui est là, qui bosse, ça fait 10 ans, 20 ans qu'il est là, pourquoi est-ce qu'on lui dirait pas, bah t'as le droit de voter, tu vois. Donc, c'est un point de vue très, très inclusif, quand même. Pourquoi, dans ce cas-là, dire « je respecte plus Philippe Poutou que Zemmour ou Macron », tu vois, pour moi, ça ne va pas. Tu vois. Pour moi, ça ne va pas. Moi, je pars du principe qu'on respecte tout le monde. Tout le monde. Tout le monde est au même point d'égalité. Tu vois. Voilà. Tu vois, les mecs qui sont là, ils méritent la même dose de respect, je trouve. Tu vois. Il y a Lucie qui dit « Ma mère est belge, elle est en France depuis qu'elle a 15 ans, et elle n'a pas la nationalité française, donc elle ne peut pas voter. » Voilà, ben c'est ça, Lucie. Effectivement, il y a plein de gens. Et je pense, du coup, ouais, que pour nous, Français, c'est pareil. Quand on vit dans un autre pays,
Je pense aux Français qui vivent en Ukraine, là. Il y en a plein de Français. On en a vu plein des Français qui vivent en Ukraine, là. Bah, eux, c'est pareil. Peut-être qu'ils aimeraient voter aussi pour leur président ukrainien. Voilà. Après, je sais pas. Si ça se trouve, les Français peuvent voter à l'étranger. J'en sais absolument rien. Il y a peut-être des pays où les étrangers ont le droit de voter. Hein. Là, je m'y connais pas assez en politique internationale. Hein. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit? Euh... Il y a Lolita qui dit c'est pas par rapport à l'argent personnel que je parlais. Ouais, non, mais après, oui, non, mais je comprends très bien ce que tu voulais dire. Hein. Il y a Roulia qui dit lorsque tu reprends une entreprise familiale pour revenir sur les héritiers, si tu réussis, c'est grâce à tes parents et si tu te loupes, c'est de ta faute. Ouais, donc c'est pas forcément un cadeau. Non, mais clairement, ouais, ouais. Oui, 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 non, ouais. Il y a Cécilia qui dit je dis pas qu'il faut exclure qui que ce soit, je pense juste qu'il faut rester rationnel vis-à-vis des réalités économiques et sociales. Ah bah là-dessus, je suis d'accord avec toi. Hein. Ouais, ouais, non, je suis d'accord avec toi. Non, entièrement. Du coup, sur le nucléaire, je voulais vous remettre le truc. Hop, voilà. Donc, Philippe Poutou, il propose de sortir du nucléaire d'ici 10 ans. Mélenchon propose aussi une sortie du nucléaire. Anne Hidalgo aussi. Florian Roussel, lui, propose... Alors ça, c'est intéressant. Ah bah, je vais vous le mettre là. C'est intéressant. Propose de relancer le projet Astrid visant à fabriquer un réacteur nucléaire de quatrième génération. Donc, alors là, c'est technique, on va pas rentrer là-dedans, mais pour résumer, Florian Roussel lui propose pas forcément de sortir du nucléaire, il propose un nucléaire de quatrième génération, donc probablement différent, probablement meilleur. Macron, lui, il propose d'investir à la fois dans le nucléaire et dans les énergies renouvelables. En France, c'est sûr qu'on n'a pas de charbon. Enfin, notre production d'électricité, d'énergie en France, elle est pas ultra carbonée. Hein. Si on doit comparer à l'Allemagne, voilà, c'est quand même... Historiquement, ils ont toujours eu des centrales à charbon et c'est ça qui produit le plus d'émissions. Voilà, tout le monde le sait. Le nucléaire, c'est vraiment le zéro émission carbone. Donc, c'est ce qui est mis en avant par les pro-nucléaires. On voit que Valérie Pécresse, elle propose de rester dans le nucléaire. Elle propose de construire même 6 nouvelles centrales, 6 nouveaux EPR. Zemmour lui propose carrément de construire 14 nouveaux réacteurs. Marine Le Pen, elle propose de construire 3 nouveaux réacteurs. Donc voilà. Et Dupont-Aignan, lui, propose de reconstruire, de rester dans le nucléaire. Et Jean Lassalle, il a la même proposition que Florian Roussel. C'est Florian ou c'est Florent? À chaque fois, j'oublie. Que Roussel, parce que chaque fois, je dis Florian, Florent, je me trompe. Donc Lassalle a la même proposition que Roussel, c'est basculer vers des centrales nucléaires de quatrième génération. Voilà. Je vais lire très rapidement ce que c'est, ça, les centrales nucléaires de quatrième génération. Je vais vous lire ce que c'est. Je pense que ça permet de faire une transition, comment dirait-on? Je pense que c'est des centrales moins... Si vous savez ce que c'est, vous le dites dans le chat, mais je vais lire quand même. Je ne peux pas vous le mettre en grand parce qu'après ça bug. Ah, bah, mais ils me le mettent pas là, ils me le mettent pas. Elles sont plus sûres et elles sont moins chères. Elles sont plus sûres et elles sont moins chères. Voilà. Plus sûres dans le sens où bah voilà, il y a moins de risques qu'elles. Vous savez, le nucléaire ça fait peur dans le sens où. Ah, c'est Fabien Roussel. Oh purée, d'accord. Merci Noé, je dis n'importe quoi. C'est même pas Florent, même pas Florian, c'est Fabien. Ok. Merci beaucoup Noé. Donc on voit quand même qu'au niveau du nucléaire, tout le monde est quasiment d'accord. Hein. Et que ceux qui proposent de rester sur le nucléaire, de garder quand même le nucléaire comme énergie principale, bah c'est Valérie Pécresse, Éric Zemmour et Marine Le Pen. Emmanuel Macron, il est plus mesuré, lui. Il ne souhaite pas sortir du nucléaire. Il souhaite continuer à investir dans le nucléaire et à continuer aussi à investir dans les énergies renouvelables. Et ensuite, la majorité des candidats de gauche souhaitent sortir du nucléaire. Mélenchon restait quand même le plus mesuré. Si j'avais lu son détail, un peu plus en détail son projet. C'est un petit peu plus mesuré. Il ne propose pas de sortir du nucléaire comme ça, tout de suite.
Voilà. Parce que ça peut pas se faire comme ça tout de suite, tu vois. Et je vais vous montrer. Hop, je vais vous montrer les éoliennes. Parce que pour moi, le nucléaire ne va pas... On ne peut pas parler du nucléaire sans parler des éoliennes. Alors, qu'est-ce que vous nous dites Rita, on parle des centrales nucléaires qui produisent de l'électricité. On ne parle pas de la bombe nucléaire. Hein. Y a Aurélie qui dit « Ça serait bien que les candidats qui veulent sortir du nucléaire nous disent combien va coûter le kilowattheure. » Oui. Mais après, bon, tout ça, je pense que c'est chiffré. Ils le chiffrent quand même, mais c'est vrai que la sortie du nucléaire coûterait beaucoup d'argent. Hein. Marine Le Pen, elle, je crois qu'elle avait proposé de réouvrir la centrale de Fessenheim. Je crois que c'est en Alsace, si je dis pas de bêtises. Parce qu'elle considère que ça avait supprimé énormément d'emplois dans le bassin de Fessenheim et que cette centrale, le Fessenheim, était vectrice d'énormément d'emplois et j'avais lu qu'elle souhaite la rouvrir, cette centrale. Fessenheim, vu le nom, ça doit être en Alsace, je suis d'accord. Je suis d'accord. Cécilia, elle dit ce que j'ai trouvé sur les réacteurs nucléaires de 4ème génération. Neutrons rapides et optimise la fission de l'uranium, permet un multi-recyclage avancé du combustible. Si ces réacteurs venaient à remplacer les existants, le combustible usé, stocké à échelle mondiale, suffirait pour les alimenter pendant plusieurs siècles. Ah, c'est intéressant ça. D'accord. Ok. Donc c'est-à-dire que le combustible qui va... le combustible usé servirait à alimenter le réacteur. C'est pas mal ça du coup. C'est un cercle plus ou moins vertueux et ça enlèverait de l'équation la fameuse phrase de qu'est-ce qu'on fait des déchets nucléaires du coup. Parce que si ces nucléaires de 4ème génération permettent un multi-recyclage, comme tu dis Cécilia, un multi-recyclage avancé des combustibles, c'est intéressant. C'est intéressant, il faudrait replonger, se plonger un peu plus dedans, même si après, comme tu le dis Cécilia, il y a toujours effectivement ce risque d'accident nucléaire, bien évidemment, mais ça reste pas mal, et de toute façon, on vit maintenant dans une époque où le risque d'un accident nucléaire est quand même assez faible, parce que, ben voilà, les normes de sécurité sont assez drastiques, hein, on peut dire ce qu'il y est. Ensuite, est-ce que sortir du nucléaire c'est une bonne idée? Est-ce que rester dans le nucléaire? Moi, perso, j'arrive pas trop à me positionner. Et je vais vous montrer du coup tout de suite, bim, le positionnement des candidats sur les éoliennes. Retenez ce qu'ils ont dit sur le nucléaire juste avant. Ok. Donc en 2020, l'éolien représente moins de 8% de la production d'électricité en France. C'est donc loin derrière le nucléaire. Et loin derrière l'hydroélectricité. On oublie souvent l'hydroélectricité, c'est le fait de produire de l'électricité via l'eau. Hein, c'est des espèces d'éoliennes ou de moulins à eau. Enfin voilà, c'est l'hydroélectricité, voilà, un système comme ça qui, grâce à l'eau, à la force de l'eau, etc., tu produis l'électricité. Bon bref, t'as compris comment ça marche. Hein. C'est comme quand tu pédales sur un vélo, tu peux produire de l'électricité. L'hydroélectricité, c'est ça. C'est la force de l'eau, les courants, etc., qui te permettent de produire de l'électricité. Donc, retenons ce que tous les candidats ont proposé sur le nucléaire. Est-ce qu'ils sont en accord? Parce que, pour moi, lorsque tu souhaites sortir du nucléaire, tu dois être pro-éolien. À mon humble avis, je le répète, tu ne peux pas être anti-nucléaire et anti-éolienne. Donc, on va voir s'ils sont tous cohérents. Donc, pour l'instant, tous les candidats de gauche sont cohérents. Philippe Poutou, donc, il veut sortir du nucléaire et donc il veut développer l'éolien. Alors Mélenchon, lui, veut maintenir les projets d'éoliennes offshore. Donc offshore, c'est au large. Voilà, c'est les éoliennes qui sont en mer, qui dérangent moins les riverains, parce que les éoliennes, ça fait grand débat en France. Hein, ça dérange les riverains, ça gâche le paysage pour certains, etc. Donc voilà. Jadot, il veut développer l'éolien et le photovoltaïque. Bah, ça m'étonne pas d'un écologiste. Hidalgo, elle veut développer l'éolien terrestre et maritime. Emmanuel Macron souhaite construire 50 nouveaux parcs éoliens en mer. Hein, la nuance est très importante. L'éolien offshore, donc c'est l'éolien en mer, c'est différent de l'éolien terrestre. Ça fonctionne plus ou moins pareil, on va dire ça.
Ça coûte pas pareil non plus, hein. Faire des parcs éoliens en mer, offshore, voilà, ça, à mon avis, ça doit coûter beaucoup plus que l'éolien que tu poses dans le champ voisin. Jean Lassalle, lui, il souhaite stopper l'éolien totalement. Alors ça m'étonne pas de Jean Lassalle, parce que Jean Lassalle, c'est le candidat de la ruralité, de l'agriculture, etc. Et c'est vrai que les éoliennes sont très souvent critiquées par les gens qui vivent en milieu rural. Même si tu peux trouver des parcs éoliens aussi en périurbain. En urbain, dans les grandes villes, tu as moins d'impact. Les éoliennes ont moins d'impact sur ta vie que quand tu vis dans le périurbain ou carrément dans le rural. Alors, Dupont-Aignan, il en a marre des éoliennes. Zemmour, il veut interdire tous les nouveaux projets de construction d'éoliennes. Et Marine Le Pen, elle veut arrêter tout nouveau projet éolien et solaire, maritime ou terrestre. Alors, là, carrément, elle veut tout arrêter, elle. Et Valérie Pécresse, ça veut permettre aux habitants de refuser des projets éoliens. Donc là, c'est déjà un peu plus mesuré, ce qu'elle propose, Valérie Pécresse. Là, je trouve que pour le coup, Marine Le Pen, elle est très... elle veut carrément arrêter tout projet éolien et solaire. Et moi c'est pour ça que ça me pose vraiment question, ce sujet du nucléaire. Valérie Pécresse, là, c'est intéressant, parce elle veut permettre aux habitants de refuser les projets éoliens. Donc, elle n'est pas non plus... voilà. Et c'est vrai que le gros souci des éoliennes, c'est que quand c'est des éoliennes qui sont implantées, bah, voilà, comme tout le monde les connaît, dans des champs, sur les montagnes ou autres, bah, il y a toujours les riverains qui crient au scandale, tu vois. Parce que voilà, ça gêne ça gâche leur paysage, ça va faire leur confort de vie sera altéré, etc. Même s'il y a des gens qui vivent proches d'éoliennes et qui le disent, moi les éoliennes je les entends plus, elles font partie de mon quotidien. C'est comme les gens qui vivent à la campagne et qui ont une église qui sonne toutes les heures, même la nuit. En un an, tu t'y habitues et tu l'entends plus. Donc, Pécresse, elle se positionne pas. Perrine a dit, Pécresse, elle se positionne pas. Ouais, c'est vrai que sur le coup, Pécresse, elle est en mode, bah, si les gens ont envie de refuser le projet, on leur laisse. Après, c'est vrai que, justement, la semaine dernière, j'avais vu un reportage sur les éoliennes, et en fait, c'est la préfecture qui autorise les constructeurs, les mecs qui ont pour projet d'implanter le parc d'éoliennes, là, c'est la préfecture qui autorise ou non l'implantation du parc éolien. C'est pas le maire de la commune, et donc c'est évidemment pas les riverains. Et ça, c'est là où le bas blesse, je trouve, parce que en quoi une préfecture pourrait être la plus à même d'identifier si là c'est mieux que là, ou là c'est mieux que là, ou là c'est... Alors oui, bien évidemment, ils ont fait des études, etc. Ils sont partis sur le terrain et tout ça. Mais je trouve que consulter les maires et consulter la population, c'est quelque chose d'important. Après, il faudrait réussir aussi, si tu fais ça, si tu consultes les gens, le fait de consulter les gens, ça ralentit les procédures, tout ça, bon bref. Il faudrait aussi dire aux gens, ben voilà, si le parc éolien s'implante à côté de chez vous, certes, vous allez être pénalisé visuellement, etc., ou autre, mais après, il faut que tu leur offres aussi un avantage, je pense. Aux riverains, les riverains doivent avoir un avantage, je sais pas lequel, moi. Hein, je sais pas, moi, j'en sais rien, je suis pas homme politique. Une réduction sur leur facture d'électricité, moi, j'en sais rien, moi, de ça. Mais c'est vrai que consulter les gens sur ce sujet des éoliennes, ou même du nucléaire, voilà, quand je sais, tout à l'heure, on parlait du nucléaire, Zemmour, il veut construire 14 nouvelles centrales nucléaires en France. Là, c'est pareil, quand tu implantes des nouveaux réacteurs, il faudrait aussi peut-être consulter la population. Encore une fois, c'est vecteur d'emploi aussi, hein, les centrales nucléaires. Il y a beaucoup de gens qui bossent dans les centrales, parce que l'électricité, il faut la fabriquer. Enfin, moi, j'ai un pote à moi qui travaille à EDF, qui est ingénieur et qui a travaillé dans des centrales nucléaires, qui sait comment ça se produit l'électricité, qui m'a expliqué tout ça. C'est fascinant. Moi, quand il m'a expliqué ça, j'étais captivé. Il m'a expliqué comment fonctionne une centrale, comment est distribuée l'électricité, les marchés, les appels d'offres, comment est-ce que le cours de l'électricité va évoluer selon les cours du marché, des marchés boursiers. Vraiment, j'ai trouvé ça très intéressant.
Et à titre perso, j'arrive pas à me positionner, moi. Nucléaire, éolienne, j'arrive pas. J'arrive pas à me dire qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est moins bien. C'est un sujet qui me laisse un peu dans le vague. Il y a Aksubu qui dit ah, parce que les centrales nucléaires ça ne dérange pas le paysage, c'est typiquement français ça. Tu changes un truc et ça pense à leur petite vue sur vigne qui va être gâchée. Je suis aussi d'accord avec toi, Aksubu. C'est vrai qu'en France on est très très très. Pas que en France, hein, mais l'être humain est très fort pour. Dès lors qu'il est concerné directement, il arrive tout de suite à crier. Voilà. Voilà, on arrive tout de suite à prendre plus à cœur les trucs qui nous concernent directement. Hein, ça c'est. Mais après, en même temps, Aksubu, je peux le comprendre. Franchement, moi, là, je vis dans mon petit paradis, ici, tranquille. Si un jour, il y a un promoteur immobilier qui vient et qui, dans notre petit village, il vient construire un immeuble de 4 étages, nous, ce ne sera pas possible. Nous, c'est que des maisons ici. C'est que des maisons. Donc, je peux te dire que si un jour, il y a un mec qui veut construire un immeuble ici, t'as tous les habitants du village. Ils viennent là avec leurs pancartes. Ils s'attachent à des chaînes, à des arbres, ils prennent les tracteurs des agriculteurs, les vaches, ils les mettent sur le terrain, l'immeuble, il ne sera pas construit, tu vois ce que je veux dire. Parce que je peux comprendre aussi, tu es dans ta petite vie, paisible, et effectivement, tu te dis, tu as toujours envie de te dire, les éoliennes, mettez-les ailleurs, mettez-les dans la commune voisine, mettez-les pas chez moi. C'est très égoïste, mais c'est normal, l'être humain est un être égoïste. Voilà. Il y a Perrine qui dit c'est souvent hors commune aussi. Les centrales nucléaires, c'est souvent assez loin. Après, les éoliennes, non, les éoliennes, c'est quand même. C'est pas, tu vas pas avoir des éoliennes, Perrine, au milieu d'un lotissement, mais tu peux avoir des éoliennes vraiment. Pas vraiment très proches, hein, très très proches. Hein. Nous, là, ici, on vit à la campagne, on n'a pas d'éoliennes dans notre village, ni dans les villages aux alentours. Mais ça pourrait arriver parce qu'il y a la place pour en mettre, large. Mais c'est pas dans des zones inhabitées, les éoliennes. Pas du tout. Les centrales nucléaires, je pense que c'est effectivement un peu plus éloigné des habitations. Vous me dites si je dis des bêtises, parce que je suis pas spécialiste des centrales nucléaires. Lexi qui dit est-ce que tu serais d'accord d'avoir un parc éolien dans le champ voisin? Non, non, justement, c'est ce que je te dis, Lexi. Je serais pas forcément fan de ça. Et donc, je peux comprendre les gens qui crient, quoi, tu vois. Voilà, c'est comme les autoroutes, voilà. Les autoroutes ou les lignes de chemin de fer. En fait, dès lors que ça te touche directement, je comprends que les gens ne soient pas contents. Il y a des gens à qui on demande de... c'est quoi le mot? On les exproprie, voilà. On leur dit de partir parce que leur maison, c'est la seule maison qui va être sur le tracé de la ligne TGV. Donc on leur demande gentiment de bien vouloir partir, de vendre leur maison et d'aller ailleurs. Donc bien évidemment, ces gens-là, on les dédommage, etc. On ne fait pas de eux des millionnaires, mais je peux comprendre que les gens ne soient pas contents quand on dit tu vas avoir une ligne de TGV, une autoroute, un champ d'éoliennes à côté de chez toi. Un champ de panneaux solaires, par contre, j'en ai rien à faire. Moi, si là, dans le champ d'à côté, j'ai des panneaux solaires de partout, je m'en fiche. Je m'en fiche parce que c'est beaucoup plus bas. C'est beaucoup plus bas, tu vois. Visuellement, c'est beaucoup moins gênant, hein, les panneaux solaires. Nous, on a une ferme solaire pas très loin de chez nous, je passe devant tous les jours, c'est vraiment pas gênant du tout. Alors là, absolument pas. Mais voilà, je peux comprendre que... Alors, il y a Stella qui nous dit, pour remplacer une centrale nucléaire comme Fessenheim, il faudrait un peu plus de 4000 éoliennes. Effectivement, si pour une centrale, il faut 4000 éoliennes, c'est un sujet qui est complexe. Voilà. C'est la peste ou le choléra, nous dit Lexi. Voilà, ouais. Il y a Lolita qui dit déjà, si on équipait tous les toits de panneaux solaires, ça y ferait beaucoup. C'est vrai qu'il y a toutes les nouvelles constructions devraient avoir des panneaux solaires. Ça se fait dans les grandes villes, sur les immeubles. Il y a plein de nouveaux immeubles qui ont des panneaux solaires. Par contre, les maisons individuelles, on continue de construire des maisons individuelles sans panneaux solaires ou sans énergie. Ouais, et ça, c'est vrai que c'est un vaste sujet. C'est un vaste sujet. Mais voilà. Il y a Aurélie qui dit je comprends pas que les éoliennes dérangent, ça ne fait pas de bruit, à part quelques oiseaux morts de temps en temps. Par contre, oui, la ligne TGV, je peux comprendre. C'est vrai que les éoliennes, ça fait pas de bruit. Hein. Je suis déjà passé à côté d'éoliennes. Ça fait un peu de bruit. Oui, hein. Si un jour l'éolienne, elle tourne très vite, et encore, quand il y a trop de vent, les éoliennes, elles sont coupées.
Hein, tu fais pas tourner des éoliennes quand il y a une tempête, par exemple, parce que sinon ça peut s'arracher, etc. Voilà. Donc, et une éolienne, c'est vrai que ça fait pas de bruit, Aurélie. Les gens souvent qui disent les éoliennes, j'en ai pas, ça fait du bruit, c'est les gens qui connaissent pas. Mais c'est juste, je pense qu'Aurélie, ce qui dérange, c'est visuellement, les gens n'aiment pas ça. C'est grand, ça monte à je sais pas combien de mètres de haut. Voilà. Et je suis d'accord avec Cécilia et avec tous ceux qui disent qu'il faut repenser notre façon de consommer l'électricité. Je suis entièrement d'accord. Ok. Entièrement d'accord. Il faut revoir toute notre façon de... Donc voilà, c'était le petit point sur le nucléaire pour vous montrer un peu tout ce que les candidats pensent de ça. Donc vous avez vu, hein, j'allais dire que c'est multiple et varié, mais c'est pas multiple et varié parce qu'il n'y a que deux choix possibles. Hein. C'est sortir du nucléaire ou rester dans le nucléaire. Pro-éolienne, anti-éolienne. Voilà, c'est ça. Donc, on va passer maintenant à la réforme du chômage. C'est où mon petit chômage? Il est où mon petit chômage? Ben alors, il est où? Je l'ai mis où? Où est-ce qu'il est? Social, montant des salaires, durée légale du travail. Il y a réforme du chômage. Donc, pour le chômage, pour vous resituer vite fait, parce que vous n'êtes peut-être pas au courant, que depuis que Macron est président, il y a eu une petite réforme du chômage. Voilà. Qui a touché les gens, qui a touché certaines catégories de chômeurs. Voilà. Donc, je vais vous... Il y a deux grands changements, mais il n'y a pas que deux grands changements, mais Macron, dans sa réforme du chômage, les deux grands changements, c'est quoi? C'est que maintenant, pour ouvrir ou recharger tes droits au chômage, il faut que tu aies travaillé au moins 6 mois. Voilà, la durée d'affiliation nécessaire pour ouvrir ou recharger des droits, c'est 6 mois. Contre 4 mois auparavant. Et Macron a aussi diminué ce petit délai concernant la dégressivité de l'assurance chômage. Sachez-le que pour les hauts salaires, donc les gens qui gagnent plus que 4 518 € bruts par mois, les hauts salaires qui étaient donc au chômage, donc les cadres au chômage, au bout de 8 mois, ils avaient une dégressivité de leur assurance chômage. Voilà. Ils n'avaient pas la même assurance chômage pendant leurs 2 ans. Tu as le droit jusqu'à 2 ans de chômage. Les cadres, enfin les hauts salaires, plus de 4 500 € bruts, au bout de 6 mois, ils avaient leur chômage qui diminuait petit à petit. Au bout de 8 mois, pardon. Macron, dans sa réforme, il a fait passer ce terme à 6 mois. Donc voilà, c'est les deux grands changements. Il a diminué de 2 mois, en fait. Voilà, c'est un petit... Après, il y a d'autres choses. Il y a d'autres choses, mais selon Emmanuel Macron, voilà, son idée, c'est d'inciter les gens à retravailler, à travailler plus, etc. etc. Ok. Bon, après, il y a eu le Covid, il y a des gens qui ne sont pas touchés par cette réforme, comme les intermittents du spectacle. Enfin, après, le chômage, c'est un vaste sujet, donc je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais les deux gros changements, c'est ça. Et le changement principal, c'est il faut avoir travaillé 6 mois maintenant, alors qu'avant, il fallait juste avoir travaillé 4 mois pour t'ouvrir des droits au chômage. Et comment ça fonctionne, le chômage, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est tu travailles 4 mois. Enfin, avant, tu travailles maintenant. Donc maintenant, tu travailles 6 mois. On prend tes 6 mois de salaire, on fait les petits calculs de Pôle emploi, tac, tac, tac. Et ensuite, pendant 6 mois, tu as du chômage qui t'est versé. Ça ne va pas correspondre au montant de ton salaire, ça correspond plus ou moins à 80%. Bon, je dis plus ou moins parce que les règles de calcul sont très complexes. Que si t'es cadre, c'est différent. Si t'es au SMIC, bon, bah, enfin voilà. Mais en gros, c'est ça. Ok? En gros, c'est ça. Et Macron a passé, donc, avant c'était juste 4 mois de travail, maintenant c'est 6 mois. Ok? Perrine a dit vaste sujet, le chômage. Oui, bah ça, je suis d'accord. Vaste sujet. Donc, qu'est-ce qu'ils proposent les candidats concernant la réforme de l'assurance chômage? Il y a Aksubu qui dit c'est bien, même si j'ai pas l'impression que les cadres restent au chômage très longtemps. Je suis d'accord avec toi, les cadres, c'est pas ceux qui restent le plus longtemps au chômage, parce que les cadres et ceux qui sont performants dans leur métier de manager ou d'ingénieur ou voilà, chef de projet, etc., les cadres, de gestionnaires, de directeurs, souvent les cadres, ils sont chassés par les chasseurs de primes, c'est souvent comme ça que ça marche. Donc c'est vrai que Aksubu, un cadre qui reste très longtemps au chômage,
c'est rare. C'est rare parce qu'un cadre qui est bon, qui a perdu son emploi pour X raisons, retrouvera du travail. Voilà. Mais après, ça existe les cadres qui n'arrivent pas à retrouver. Hein. Ça existe. Hein. Attention. Hein. Mais c'est vrai que voilà, les gens qui ont des postes à haute responsabilité dans une entreprise sont souvent chassés. Les chasseurs de tête, ça existe. C'est un métier, chasseur de tête. Moi, j'ai des potes à moi qui sont très, 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 très bons dans leur domaine. Et ils ont déjà été chassés 3, 4, 5, 6 fois déjà. Ils ont été déjà débauchés, c'est-à-dire ils sont chassés puis débauchés. C'est-à-dire que le chasseur de tête arrive et il lui dit « Tiens, regarde, j'ai telle entreprise qui a besoin de ton profil. » Les chasseurs de tête, ça c'est un truc de fou, c'est fascinant. C'est-à-dire qu'ils vont voir, ils vont chercher le candidat. Le candidat n'a rien à faire. Et même lorsque le mec bosse dans une entreprise, des fois il y a des chasseurs de tête qui vont pour le débaucher, pour lui dire « Viens, regarde cette entreprise-là, ils te veulent, ils sont prêts à te payer tant, à te donner tel avantage. » Voilà. Il y a Aurélie qui dit le problème d'un bon cadre de 50 ans, c'est qu'il est spécialisé et coûte cher, donc ça peut durer. Effectivement, il peut rester au chômage un peu plus longtemps, je suis d'accord. Plus tu vieillis, plus tu as des chances de rester au chômage. Voilà. Alors, il y a Roulia qui dit il ne faut pas avoir travaillé 2 ans pour ouvrir tes premiers droits au chômage. Alors non, je ne sais pas pourquoi tu as dit ça, Roulia. Je sais pas, pour ouvrir tes premiers droits au chômage, effectivement, il y a peut-être une période de travail un peu plus longue à faire, mais 2 ans, non, je ne crois pas, non. Je ne crois pas, Roulia. Non, je crois pas. Parce que, non, tu travailles dès lors que tu travailles 4 mois, enfin maintenant c'est 6 mois, dès lors que tu as travaillé 6 mois, tu as une ouverture possible de droit au chômage. S'il fallait travailler 2 ans pour avoir des droits au chômage, t'imagines, il y a plein de gens qui n'arrivent pas à travailler 2 ans. Des gens qui ont fait des études ou même des gens qui n'ont pas fait d'études. Non, après, je me trompe peut-être, mais j'essaie de repenser à mon parcours perso. Quand j'ai eu ma première ouverture de droit au chômage, j'avais pas travaillé 2 ans, non. J'avais pas travaillé 2 ans, parce que j'ai eu une vie professionnelle assez décousue. Après, peut-être que j'avais travaillé 2 ans sur les 5 dernières années. Il y a peut-être une histoire comme ça. Mais 2 ans, c'est le maximum accordé, comme le dit Lolita, c'est 2 ans maximum de chômage. Voilà. Si tu as travaillé 40 ans de ta vie et que tu es au chômage, tu vas avoir du chômage pendant 2 ans. Tu vas pas avoir du chômage pendant 40 ans. Et si tu as travaillé 8 mois, tu vas avoir du chômage pendant 8 mois. Si tu as travaillé 4 mois, tu vas avoir 0 chômage, parce que maintenant, c'est 6 mois minimum. Si tu as travaillé 1 an et demi, tu vas avoir 1 an et demi de chômage. Voilà. Ouais, donc c'est ça, on est d'accord. Il faut pas avoir travaillé 2 ans, non. Mais il faut avoir travaillé quand même, avoir travaillé un petit peu. Hein. T'arrives pas à Pôle emploi en disant « Ah, j'ai fait de l'intérim pendant 15 jours, donnez-moi mon chômage. » Non, ça marche pas comme ça. Il faut avoir cotisé quand même un petit peu. Hein, tu vois, il faut quand même avoir cotisé, avoir fait ta part de cotisation, on va dire. Alors, tac. Donc, pour la réforme du chômage. Donc, Nathalie Arthaud, Jean-Luc Mélenchon, Roussel, Jadot, Hidalgo souhaitent abroger la réforme Macron. Je vous le mets là, mais ça reprend juste ce que j'ai dit. Voilà, vous l'avez à l'image. Ils souhaitent totalement abroger, donc on annule tout. Emmanuel Macron, évidemment, souhaite poursuivre sa réforme. Valérie Pécresse aussi souhaite poursuivre sa réforme. Et Dupont-Aignan également. Voilà, il n'y a pas eu d'autres. Après, ce site n'est pas à jour, mais je voulais quand même regarder ce qu'on propose Macron quand il dit « Je souhaite poursuivre la réforme de l'assurance chômage ». Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Je vais vous lire ça. Il veut adapter sa réforme, il veut donc poursuivre sa réforme et l'adapter à la conjoncture. À chaque fois que la conjoncture s'améliore, on doit avoir des règles qui réincitent encore davantage au retour à l'emploi. À chaque fois que la conjoncture se dégrade, on doit mieux protéger les travailleurs. Ok. Oui, non, mais après, de toute façon, Macron, il a fait sa réforme, donc c'est normal qu'il veuille la... Et d'ailleurs, Macron, il voulait faire la réforme du chômage, il était ambitieux, faut dire ce qui est, hein. Macron, c'est un mec qui est ambitieux, hein, et qui ose, parce que sur son quinquennat, il avait prévu de faire la réforme du chômage et la réforme des retraites. Il avait prévu de faire 2 grosses réformes. Si on doit juste parler de courage, on peut dire qu'il a été courageux, parce que la retraite, il l'aurait fait s'il n'y avait pas eu Covid, s'il n'y avait pas eu... voilà, tout ça. Après, est-ce que c'est des bonnes réformes?
les réformes de Macron. C'est pas ce que je dis, juste que on peut souligner quand même, voilà. Et effectivement, Lolita, elle a dit tout à l'heure que la réforme chômage de Macron avait changé aussi les règles de calcul. C'est vrai qu'il y a des calculs qui ont été différentes. Et notamment, il y a Jean-Luc Mélenchon, qui donc lui souhaite abroger la réforme Macron. Et il dit que, voilà, indemniser les chômeurs en fonction de leur dernier salaire, il souhaite indemniser les chômeurs en fonction de leur dernier salaire grâce à une assurance calculée à partir du premier jour de travail. Bon, ok, bon, d'accord, ok Jean-Luc, donc c'est vrai que Jean-Luc Mélenchon, et c'est le cas de Nathalie Arthaud, c'est le cas de la plupart des autres candidats de gauche, ils veulent revoir la règle de calcul, ils disent que la réforme Macron pénalise les demandeurs d'emploi, notamment parce que il faut qu'ils aient travaillé plus longtemps pour accéder à moins, parce que la règle des calculs a diminué. Voilà, donc ça c'était le petit point sur le chômage, qui a raison, qui a tort, c'est vrai que là-dessus c'est difficile de se positionner, parce qu'il faut vraiment rentrer dans le détail. Valérie Pécresse par exemple, elle considère que renforcer la dégressivité des allocations, c'est quelque chose qui permettrait d'inciter les personnes sans emploi à reprendre plus rapidement un travail. Voilà. Elle parle même pas des cadres, la Valérie Pécresse. Elle souhaite poursuivre la réforme actuelle du chômage et aller plus loin en renforçant la dégressivité des allocations à partir de 6 mois. Hein, voilà. Pour tous les salariés de moins de 50 ans. Ah non, rémunérés quand même plus de 2 SMIC. Voilà, donc c'est quand même pour ceux qui sont rémunérés à plus de 2 SMIC. Donc, mais là, 2 SMIC, c'est pas des cadres. Hein. 2 SMIC, c'est les gens qui touchent 2500 euros net. Voilà. Donc pour Valérie Pécresse, ça va encore plus loin que ce qu'Emmanuel Macron veut faire. Ou alors peut-être qu'Emmanuel Macron aussi veut faire ce que Valérie Pécresse propose. Hein. Je ne sais pas. On verra ça. Donc voilà, est-ce qu'il y a trop de chômage en France? Est-ce qu'il n'y en a pas assez? Là, c'est vrai que c'est toujours un sujet sensible. Moi, je dirais pas qu'il y a trop de chômage en France. Je dirais pas qu'on donne trop de droits aux demandeurs d'emploi. Parce que pour avoir été demandeur d'emploi et pour avoir aussi... Attendez, je reviens. Vous savez quoi, Bibou a envie de fermer ma porte, je ne sais pas pourquoi. C'est peut-être parce qu'il y a des gens qui vont arriver à la maison. C'est vrai qu'on est assez fliqué, faut dire ce qui est, même si j'ai pu parler avec des demandeurs d'emploi autour de moi qui, eux, n'ont jamais eu ce sentiment d'être fliqués. Ça dépend vraiment des profils. Vu que nous, on a un profil très décousu, qu'on travaille plus, qu'on retravaille plus, qu'on fait plein de boulots différents, ça suscite un peu plus de contrôle de la part de Pôle emploi. Voilà. Lolita qui dit le terme... Lolita, elle n'aime pas le terme inciter à reprendre un emploi. Elle n'aime pas toutes ces mesures punitives, comme si quand tu es au chômage, tu ne rêves pas d'avoir un emploi. Il y a Rescue Laquileuse qui dit déshabiller Paul pour habiller Jacques, ça n'a jamais aidé personne. Ouais, c'est sûr. Il y a Tahiti qui dit tu crois qu'ils touchent combien les cadres? On n'est pas tous à 4000. Ouais, mais après, toi, juste c'est parce que t'es cadre dans la fonction publique, donc c'est pas pareil. Dans la fonction publique, vous êtes moins payé que dans le privé. Mais un cadre dans le privé... Après, il y a des cadres dans le privé qui touchent 2500 euros, c'est vrai. T'as raison. T'as totalement raison, parce que ma directrice, quand j'étais directrice, j'avais une directrice, elle était cadre, elle avait un salaire de 2600 euros, je crois, ou 2800. Ouais, c'est ça. Et la directrice adjointe, elle n'était pas cadre, elle, et elle avait un salaire de 2000 euros, je crois. Dans les 1800, ouais, 1900, 2000 euros, elle avait. Ouais. Non, mais après, t'as raison, hein. Il y a Perrine qui dit, de toute façon, s'ils veulent vraiment dégager de l'argent pour faire avancer d'autres projets, il faut s'attaquer aux retraites et au chômage. Je suis d'accord aussi avec ça. Il y a plein de postes, il y a plein de secteurs dans notre gouvernement, notamment l'éducation nationale et notamment la santé dans les hôpitaux publics, où les gens doivent être augmentés, ou alors, si on ne les augmente pas,
il faut leur accorder des avantages supplémentaires, parce que souvent, c'est vrai que les gens disent qu'il faut augmenter les professeurs, il faut augmenter les infirmiers. Je pense que si on l'a jamais fait, c'est peut-être parce que ça coûte trop cher d'augmenter les gens, parce qu'il y a beaucoup de fonctionnaires. Donc, si partons du principe que voilà, on va pas les augmenter, on peut et on doit leur offrir plus d'avantages. Voilà. Un 13e mois, un 14e mois. Je sais que il y a des entreprises où c'est assez choquant, pour ne pas les citer, mais il y a certaines entreprises publiques, notamment certains départements, certaines régions, voilà, certains comités départementaux, comités régionaux, où les employés territoriaux, donc les fonctionnaires territoriaux, ont des 14e mois. Moi, je trouve ça assez choquant. C'est-à-dire qu'au mois de décembre, ils ont 2 mois de salaire, au mois de juillet, ils ont 2 mois de salaire. Je trouve ça assez choquant qu'il y ait certains jobs gérés par l'État ou par les collectivités territoriales où les gens sont bien. Les gens sont bien. Il faut dire ce qui est. On va dire que je cible tout le temps les mêmes, mais voilà. Les gens qui travaillent dans les départements, travaillent sur les routes. Je dis ça parce que j'ai des potes à moi qui travaillent sur les routes dans les départements, qui refont les routes, vous savez. Qui refont les routes. Et voilà. Ils ont énormément d'avantages. Et à côté de ça, t'as les médecins, les infirmiers, les profs, qui ont aussi plein d'avantages. Hein. Mais je trouve que c'est les fonctionnaires à qui on devrait donner le plus. C'est eux à qui on donne le moins. Voilà. Les fonctionnaires territoriaux, je trouve que, notamment dans certains départements, alors je sais pas si c'est pareil dans tous les départements, mais donner un 14e mois à un mec qui nettoie les routes, c'est pas forcément quelque chose de cohérent. Donner un 13e mois, un 14e mois à la maîtresse de mes enfants, là oui. Par contre, donner un 14e mois à la personne qui vient nettoyer la cour de l'école de mes enfants, je suis pas favorable. Je dis pas qu'il y a des métiers qui sont plus importants que d'autres, mais je dis juste qu'il y a quand même des métiers qui demandent un peu plus d'effort. Il y a des métiers qui ont plus de responsabilités, qui occasionnent plus de stress. Quand tu es professeur des écoles, tu as plus de stress, tu as plus de responsabilités que quelqu'un qui va réparer les routes ou qui va nettoyer les routes. Voilà. Chaque métier peut être placé sur une échelle. Et là, lorsqu'on parle des fonctionnaires, alors souvent les gens disent non mais ça c'est les fonctionnaires territoriaux, c'est pas pareil. Les profs c'est les fonctionnaires d'État. Ouais mais c'est pareil. C'est à un moment donné, l'argent il vient où? Il vient des caisses, il vient de l'État. Ça ruisselle sur la région, les départements, les communes et tout ça. Donc il y a des gens des fois. Je trouve que on aimerait, en fait, on aimerait, tout le monde aimerait que les profs soient plus payés, tout le monde aimerait que ça aille mieux dans les hôpitaux, etc. Mais par contre, il y a des gens qui refusent de dire ceux-là, ils sont trop payés. Je suis désolé, il y a des gens, ils sont trop payés. Et pas que les mecs qui travaillent dans les communes, hein. Non, il y a aussi des cadres qui sont trop payés. Il y a aussi des chefs, des directeurs qui sont trop payés. Il y a aussi Il y a plein de gens qui sont trop payés, hein, si on veut partir là-dessus. Les gens qui travaillent dans les télévisions sont trop payés, mais bon, ça c'est du privé. Si on reste sur le public, sur l'argent public, je suis désolé, il y a des gens qui sont payés avec de l'argent public qui sont trop payés. Et c'est pas que les... Et à tous les niveaux, hein. Il y a des mecs dans les bureaux, je te jure, dans les services urbanisme, ou dans les services... Je prends l'exemple des services urbanisme, parce que c'est un service que beaucoup de gens connaissent lorsque tu as affaire... Quand tu veux faire construire ta maison, que tu veux faire déposer des permis de construire, des déclarations préalables de travaux et tous ces machins-là, que tu vas dans les mairies ou dans les départements ou autres, il y a des gens, tu te demandes pourquoi est-ce qu'ils sont payés autant. Tu vois? Déjà, je parle juste de l'argent public, tu vois? Donner un 14e mois, je suis désolé, voilà, je parle du département où j'étais dernièrement, département des Pyrénées-Orientales. C'est pas possible pour moi. Voilà. Il y a Rescue l'Aquilleuse qui dit pourquoi pas faire en sorte que tout le monde ait des avantages. Je comprends pas cette idée du nivellement par le bas. Mais dans ce cas-là, Aquilleuse, si on donne des avantages à tout le monde, dans ce cas-là, on vote tous pour Nathalie Arthaud et on prend tous le SMIC à 2000 €, hein? Non? Enfin, à un moment donné,
Et on a le droit de dire que y a des gens qui sont trop payés, à tous les niveaux. À tous les niveaux. Tu vois? Là, je parle de l'argent public, hein. Je parle que de l'argent public, hein. J'ai cité tout à l'heure les animateurs télé, mais oublions ça, parce que sinon après on pourrait parler des sportifs. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est le privé. Le privé n'a rien à voir avec le public. Tu vois? Voilà. Alors, je vois pas en quoi travailler sur les routes n'est pas un travail pénible. Je comparais, Cécilia, ce travail-là avec le travail des professeurs. Voilà. Et travailler sur les routes, attention, il y a plusieurs types de travail, hein. Moi, je connaissais des gens qui travaillaient à la DDE. Il y a des mecs qui construisent les routes, mais il y a aussi beaucoup de mecs dans les bureaux aussi. Hein, faut faire attention. Et les mecs qui sont sur les routes sont pas toujours ceux qui travaillent le plus. Voilà. Donc, voilà. Il y a l'outre qui dit il y a des gens qui font tel ou tel métier indispensable, devraient avoir plus d'avantages car c'est dur et tout le monde ne veut pas le faire. Ouais. Il y a Roulia qui dit Macron veut retirer. Merci Moglinette. Merci beaucoup. Il y a Macron qui dit. Il y a Roulia qui dit Macron veut retirer la redevance télévisée d'ailleurs. Ouais, alors ça, je trouve que cette proposition d'Emmanuel Macron, c'est une proposition qui est très électoraliste, dans le sens où, ça m'a un peu étonné d'ailleurs d'Emmanuel Macron, le fait qu'Emmanuel Macron supprime la taxe d'habitation et veuille là maintenant supprimer la redevance télé, ça m'étonne beaucoup, parce que je sais pas trop où il veut aller du coup Emmanuel Macron avec cette proposition-là. Parce que supprimer la redevance télé, ça veut dire du coup que tu n'as plus les 138 euros que chaque ménage, chaque contribuable français donne, tu les as plus, donc ça représente quand même pas mal. Donc comment tu vas financer tous les salariés de France Télévisions, de France Info, la production cinématographique, la redevance télé sert à payer plein de choses, de même que la taxe d'habitation. Le fait que Macron ait supprimé la taxe d'habitation, moi, à titre personnel, ça m'a fait économiser de l'argent, hein. Donc je crache pas dessus. Mais sauf que je me pose toujours la question, je me dis, mais bon, je suis propriétaire, donc je paye des impôts locaux. Mais les gens qui sont locataires, bon, les propriétaires payent du coup la taxe foncière. Donc il y a quand même de l'argent qui ruisselle et qui va jusqu'aux communes. Mais je me dis quand même que les maires de communes, quand Macron a dit je vais supprimer la taxe d'habitation, bah, ils ont pris peur. Ils ont dit mais attends, comment tu veux que si tu me supprimes la taxe d'habitation, comment je vais faire pour payer justement si ça, tu vois? Donc c'est bien hein, de proposer comme ça, d'enlever la redevance télé. Macron, c'est sa petite phrase et je pense que voilà. Mais est-ce qu'il veut pas aller... Après, peut-être, comme tu le dis, Rouya, ça sera juste le retour de la pub sur France Télé. Peut-être qu'effectivement, en supprimant la redevance télé, peut-être que le soir, du coup, sur France Télévisions, il y aura de nouveau de la publicité. Et dans ce cas-là, si les recettes publicitaires du soir permettent de compenser notre redevance télé, dans ce cas-là, c'est opération blanche et c'est parfait, c'est une très bonne opération parce que ça a permis aux Français de gagner 138 euros par an et aussi, France Télévisions va pouvoir passer plus de publicité et si ça se trouve, avoir plus de recettes qu'il n'en avait avec la redevance télé. Parce qu'il ne faut pas oublier que sur France Télévisions, sur toutes les chaînes de France TV, il n'y a plus de publicité le soir depuis déjà maintenant des années et des années, tu vois. Donc, ça peut s'équilibrer. Ça peut s'équilibrer. Alors, il y a Aksubu qui dit « Ma belle-sœur est Claire d'huissier. Elle a bossé 3 mois pour le recensement et elle nous a dit « Tu n'imagines même pas comment je suis payé la même chose en tant que Claire d'huissier que gérante du recensement. J'ai fait autant d'études pour ça. » Bah, je peux comprendre après le désarroi de ta belle-sœur qui effectivement, quand tu compares des fois les salaires que gagnent certaines personnes, tu te dis, bah dis donc, pourquoi je me suis embêté à faire autant d'études et pourquoi je me suis embêté à vouloir faire ce métier-là. Voilà. Il y a Stella qui dit, si c'est juste la pub, ça va, moi j'avais peur qu'il reporte ça sur un autre impôt. Non, il n'y aura pas d'autre impôt, hein. L'annulation de la redevance télé ne va pas amener à un autre impôt, c'est impossible. Par contre, le retour de la publicité, c'est fort probable. Ça, c'est fort probable. Fort probable. Et en soi, ça me dérange pas plus que ça qu'ils remettent de la publicité le soir sur France Télévisions, parce que déjà, je regarde jamais la télévision en direct, je regarde toujours en replay,
Donc moi, la publicité, je la zappe. Et la publicité sur les replays, elle est moins longue qu'à la télé. Donc, voilà. Donc, c'est pas gênant. C'est pas forcément gênant. Ok, les amis. On va faire 10 dernières minutes. 10 dernières minutes, très rapidement. Mais non, non, on va pas faire ça. On va pas faire ça parce qu'on peut pas faire 10 minutes sur les 35 heures et les 32 heures. C'est impossible. Donc on ouvrira la semaine prochaine sur les 35 heures et les 32 heures. Voilà. On ne peut pas. On ne peut pas parler de ça en 10 minutes, c'est impossible. C'est impossible, voilà. Je voulais juste vite fait regarder ça avec vous. Très rapidement, vraiment. Là-dessus, on peut faire un truc de très rapide sur les aides sociales. Alors, parce que là, on était... Voilà. Donc, très rapidement, je voulais vous parler des aides sociales et vous montrer les propositions des candidats à ce sujet-là. En 2019, donc 4,3 millions de personnes étaient allocataires des minima sociaux en France. Tac, 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 tac. Voilà. Alors on peut voir que concernant la distribution des aides sociales, il y a Jean-Luc Mélenchon qui souhaite lutter contre les non-recours aux prestations sociales. Anne Hidalgo souhaite faciliter l'accès aux aides sociales. Emmanuel Macron souhaite verser les aides sociales à la source. Ça, c'est intéressant. Il y a Valérie Pécresse qui souhaite conditionner les allocations familiales pour les étrangers. Conditionner, ça ne veut pas dire annuler. Marine Le Pen, elle souhaite réserver les allocations aux Français et lutter contre la fraude. Éric Zemmour souhaite réduire les fraudes aux prestations sociales. Et il souhaite aussi, Éric Zemmour, annuler toutes les aides sociales aux étrangers. Marine Le Pen, je crois qu'elle souhaite aussi supprimer l'AME, l'aide médicale d'État. Dupont-Aignan souhaite instaurer un délai de carence pour les étrangers et lutter contre la fraude. Donc on voit que, voilà, quand même, entre la gauche et la droite, bah évidemment c'est très clivé, très clivant. Donc là, je vais pas citer tout le monde, mais on sent qu'évidemment à gauche, on souhaite favoriser l'accès aux aides sociales, et ça c'est quelque chose de bien, de favoriser l'accès aux aides sociales. Pourquoi ? Parce que je reviens, je vous laisse 2 secondes, je reviens, je vais juste fermer ma porte. Je trouvais ça bien qu'on souhaite faciliter l'accès aux aides sociales comme le propose Hidalgo ou Mélenchon. Mélenchon, lui, il souhaite carrément lutter contre les non-recours aux prestations sociales. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il y a des gens, en fait, qui auraient droit à des prestations sociales. Donc les prestations sociales, c'est quoi ? C'est RSA, que tout le monde connaît, les allocations familiales, les aides au logement, les fameux APL. Il y en a d'autres après. Autour de la famille, il y en a plein. Hein. Il y a la CMG, c'est le complément de mode de garde qui t'aide à payer ta nounou. T'as la prime à la naissance, t'as plein de choses comme ça. Et en fait, il y a des gens qui ont accès à énormément, qui pourraient avoir accès à des aides, mais qui ne les demandent pas. Sachez-le, par exemple, je vous l'ai déjà dit, que dès lors que vous avez 2 enfants, peu importe votre niveau de revenu, vous avez droit aux allocations familiales. Le souci, c'est qu'il y a des gens qui n'ont jamais été inscrits à la CAF, parce qu'ils n'ont jamais eu de demande d'APL à faire, ils n'ont jamais eu de demande de RSA à faire, donc ils sont rentrés dans la vie active. Je pense notamment aux gens qui font des études, qui passent un concours et qui deviennent fonctionnaires. Voilà, c'est un profil assez classique que j'ai beaucoup autour de moi, ou alors, à l'inverse, je fais des études et je suis embauché directement en CDI, dans le privé. Voilà. Donc c'est des gens qui n'ont pas forcément besoin d'aide au logement ou qui n'y ont pas droit parce qu'ils dépassent les plafonds, donc ils n'ont jamais fait de demande d'aide au logement. Étudiants, ils n'ont pas eu leur propre logement, donc ils vivaient soit chez les parents, soit au Crous et tout ça, donc tout ce qui est CAF, ils n'ont jamais connu. Un jour, ils font des enfants et ils ne savent pas qu'ils ont le droit aux allocations familiales. Ils n'ont pas le droit aux allocations familiales. Ils pensent ne pas avoir droit aux allocations familiales parce qu'ils disent « mais je touche trop d'argent, moi ». Non, c'est faux. Dès lors que tu as 2 enfants, ça t'ouvre tes droits aux allocations familiales. Par contre, c'est à toi d'aller à la CAF, de t'inscrire, d'avoir un numéro d'allocataire CAF et donc de réclamer tous tes droits. La prime à la naissance de 900 €, l'aide pour la nounou, les allocations familiales, les allocations de base, etc. Et donc, à gauche, ils proposent d'aider justement les gens à accéder plus facilement à toutes ces aides, même le RSA. Hein. Il y a des gens qui ont le droit au RSA et qui ne le demandent pas parce que je sais pas, il y a des gens qui considèrent que
ils pensent que le RSA, il faut avoir travaillé, il faut avoir cotisé. Le RSA, c'est pas le chômage. Et le RSA, dès lors que tu as 25 ans, on en a parlé du RSA déjà la semaine dernière, mais dès lors que tu as 25 ans, n'importe qui peut avoir droit au RSA. Voilà. Bon, pas n'importe qui, parce que si tu es marié et que ton conjoint travaille, tu n'as droit à rien. Donc ça, c'est autre chose, mais bon. Voilà. Donc, les allocations familiales, tout le monde peut avoir accès à ça. Vous allez sur le site de la CAF dès lors que vous avez 2 enfants. Il y a Taïtiju qui dit « Tout le monde n'a pas la prime à la naissance ». Alors ça, je sais pas, je vais vérifier, mais... Prime à la naissance, plafond. Prime à la naissance, plafond de revenus. C'est possible qu'il y ait un plafond de revenus pour... Oui, il faut un plafond de revenus pour la prime à la naissance, effectivement. Il faut un plafond de revenus, exactement. Mais pour les allocations familiales, c'est comme pour les primes de Noël et les primes de rentrée scolaire, effectivement, c'est sous condition de revenus. Mais pour les allocations familiales, dès lors que tu as 2 enfants, tu peux le savoir. Emmanuel Macron, ce qu'il propose, lui, c'est qu'il propose de verser directement à la source aux gens leurs aides. C'est-à-dire que tu n'auras plus aucune démarche à faire, ça sera automatique. Ça sera géré probablement par France Connect, donc les impôts, la CAF, tout le monde va se mettre ensemble, tac, 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 et tu auras directement un versement chaque début de mois de ton RSA, de tes allocations familiales, de tes APL, etc. Y a Cécilia qui dit qu'il l'avait déjà proposé avant son premier mandat et il ne l'a jamais fait. Ah bah oui, après, est-ce qu'on peut lui jeter la pierre à Emmanuel Macron? Je suis pas un pro-Macron, hein. Je dis juste que les gens qui critiquent Macron oublient aussi tout ce qui s'est passé pendant 5 ans, je trouve. Je trouve que les gens ont la critique très facile sur Emmanuel Macron. Souvent, les gens qui critiquent Emmanuel Macron, je pense qu'ils ont oublié qu'il y a eu les Gilets jaunes. Dès qu'il a été élu président, Gilets jaunes direct, bim, alors que c'était absolument pas de sa faute. Et il est arrivé, bim, Gilets jaunes. Tout ça parce que le carburant avait un peu augmenté, comme si c'était lui le fautif dans l'augmentation des carburants. Bon, Covid, et là, guerre en Ukraine. Donc voilà. Il y a Aksubu qui dit on réclame pas nos APL, tellement de paperasse, un mois tu as le droit, un autre tu en as plus le droit, puis tu as de nouveau le droit. C'est vrai que les APL c'est pareil, c'est compliqué, ça dépend de tes revenus et tout. C'est pour ça que la proposition de Macron, moi je le trouve pas mal. Je dis pas qu'il faut voter pour lui, que c'est le meilleur président du monde, je dis juste que sur ce point-là, je trouve pas mal l'idée de verser les aides sociales directement aux gens sans qu'il n'ait aucune démarche à faire. Voilà. Donc c'est sûrement un gros chantier. Mais c'est une proposition intéressante. Vraiment. Parce que c'est vrai que les gens sont perdus, ils ne savent pas s'ils ont le droit au RSA, ils ne savent pas s'ils ont le droit à ci ou à ça ou à ça. Moi je trouve intéressant. Et ensuite sur les candidats de droite, c'est très axé sur les étrangers. Même Valérie Pécresse, elle propose de conditionner les allocations familiales pour les étrangers, donc les conditionner à quoi? Bon ben voilà, après faudrait rentrer dans le programme dans le détail de son programme. On le sait, voilà, on le sait que certains candidats sont très axés sur le contrôle des étrangers. Voilà, on se retrouve dans ce discours-là ou pas. C'est vraiment à chacun de voir où il se place. Donc voilà, après, à voir. Alors, je regardais, désolé, j'ai eu un message. Il y a Cécilia qui dit « Moi, tout ce que je vois, c'est que pour faire valoir ses droits aux allocations, c'est la croix et la bannière. Mais quand il s'agit de nous le retirer, c'est automatique. » Oui, bah, je suis d'accord avec toi, Cécilia. Je suis d'accord, c'est pour ça que la proposition d'Emmanuel Macron est intéressante. Voilà, ça faciliterait pas mal de choses. Voilà, sur ce point-là. Et ce que propose Mélenchon et Hidalgo, voilà, d'aider les gens, d'aller plus... C'est pour moi essentiel. Parce que il y a plein de gens qui pourraient avoir un petit peu plus d'argent tous les mois et qui ne les demandent pas. Voilà. Bon, je vais arrêter là, parce qu'il est 11h39. Merci beaucoup, merci à tous ceux qui ont regardé ça en replay. C'était cool, n'oubliez pas qu'il reste un jeudi, donc jeudi prochain, le 7, et puis ensuite, ça sera le premier tour. Donc votez en votre âme et conscience, mais votez. Votez, je vous l'ai déjà dit la semaine dernière, il y a 12 candidats, on trouve obligatoirement quelqu'un vers qui aller, c'est impossible de ne pas trouver quelqu'un qui... On trouve toujours chaussure à son pied, même si la chaussure,
elle n'est pas vraiment de notre pointure et qu'il y a des petits trucs qu'on n'aime pas trop sur cette chaussure-là. Mais voilà, hein, on a 12 candidats, on trouvera forcément quelqu'un pour qui voter. Il faut aller voter, hein, que vous votiez, je vous l'ai toujours dit, pour très là-bas, Éric Zemmour, et puis très là-bas, Nathalie Arthaud ou Philippe Poutou. Voilà, vous en avez 12 entre, vous en avez plein, voilà. Vous trouverez votre bonheur là-dedans. Votez au premier tour. N'attendez pas, parce que souvent les gens attendent le second tour pour voter. Ils se disent « Ah, tu sais quoi, on verra, j'attends le second tour. » Et souvent, du coup, au second tour, ils vont voter contre quelqu'un. Voilà, hein, je le répète, c'est ce qui s'est passé en 2017. Les gens ont voté souvent contre Marine Le Pen. Hein. Ils ont voté pour Emmanuel Macron. Je pense notamment à tous les électeurs de gauche qui à mon avis, voilà... J'espère qu'on verra comment ça va se passer ce premier tour, mais votez. Il y a Tiju qui dit « Je serai en Martinique pour le second tour, je fais comment ?» Il faut que tu fasses une procuration, Tiju. Il faut que tu fasses une procuration et que tu dises à ta maman, ton papa ou ton voisin, tu dis « Je fais procuration pour que cette personne aille voter à ma place. » Bon, du coup, il faut que tu dises ton vote à la personne à qui tu donnes procuration, bien évidemment. Mais voilà, donc n'hésitez pas à aller voter. Lisez les programmes ou pas forcément, hein. Faites-vous vos idées avec des résumés de programmes, c'est très bien aussi. Et positionnez-vous, votez dès le premier tour. Voilà. Je dis lisez les programmes oui et non, c'est-à-dire que ne lisez pas tous les programmes en détail, parce qu'un programme ça fait 15, 20, 25 pages, tu vas pas lire 12 fois 25 pages, t'as pas que ça à faire. Donc voilà. Et faites des procurations si vous n'êtes pas chez vous, ok ? Ça marche ? Bon, jeudi prochain pour la politique, on parlera des 35 heures. Hein. On parlera du travailler moins ou du travailler plus. Ok ? Et on parlera d'autres trucs aussi, bien évidemment. Et mardi, je serai là aussi. Ok ? Et mercredi, on sera là pour la danse. Voilà. Allez, gros bisous. Merci à tous. Très bonne fin de journée. Prenez soin de vous. Ciao !